votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. L'actualité de ce lundi, c'est le pass vaccinal. Le grand débat a commencé à l'Assemblée nationale avec, on va le voir, des échanges très vifs, notamment entre Olivier Véran et Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de ça, c'est la pression qui grandit sur tous les non-vaccinés. La mort d'Igor après Grishka Bogdanov à seulement 6 jours d'intervalle marque d'autant plus ce sujet. Ils sont parmi les figures les plus connues des victimes de l'épidémie. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, éclairez-nous, Julie, sur cette stratégie. Elle est en train vraiment d'apparaître. D'un côté, on durcit le ton et de l'autre, on allège. Exactement. D'un côté, on durcit les règles pour les non-vaccinés avec ce pass vaccinal, mais autrement, pas de grosses restrictions, plutôt un assouplissement des règles d'isolement, notamment. Olivier Véran a fait le point d'ailleurs ce matin. D'abord sur les contaminations, il le dit, c'est un raz-de-marée. On écoute le ministre de la Santé. Chaque seconde, plus de 2 Français sont contaminés par le virus et diagnostiqués comme tel. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de mon intervention, vous verrez qu'elle n'est pas très longue, plus de 1000 de nos compatriotes auront été diagnostiqués dans un laboratoire ou en pharmacie comme étant positifs au Covid. Le raz-de-marée est donc là et bien là. Il est vertigineux, mais nous ne cédons pas à la panique. Voilà. Pour autant, alors il y a un raz-de-marée avec les cas de contamination. Pour autant, c'est peut-être la dernière vague, dit-il. Ça ne fait pas consensus chez les médecins. On posera la question dans un instant au professeur Teboul, mais on écoute à nouveau Olivier Véran. C'était peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être, la dernière des vagues. C'est-à-dire que, vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Aujourd'hui, on va avoir, à l'issue de la vague Omicron, une immunité qui sera largement supérieure aux 50%, même avec la vaccination, quasiment du 100% en réalité. C'est pour ça que j'ai dit, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes. C'est pas une menace, c'est pour leur dire, le variant circule tellement, de toute façon, que vous allez l'attraper. Voilà, ça peut apparaître comme contradictoire, hein. Professeur Teboul, éclairez-nous. D'un côté, on a l'impression qu'on durcit, notamment sur les non-vaccinés, puisque la vie sera très compliquée en réalité pour eux. Ils ne pourront plus avoir recours aux tests pour compenser le fait de ne pas être vacciné. Et puis d'un autre côté, on veut laisser le virus circuler. Oui, ça peut paraître contradictoire. Alors, faut savoir quand même, il a peut-être raison sur la dernière vague, mais il voulait peut-être dire la dernière forte vague. Forte vague, possiblement, parce que bon, on verra ce qui se passera. Alors en fait, la forte vague qu'on a actuellement, et Darius, je vais répondre à votre question, c'est quand même le Delta. C'est ça qu'on vit à l'hôpital pour l'instant. Et cette vague, elle n'est pas tout à fait finie, la vague hospitalière. Elle est peut-être en voie de diminuer. Pour l'instant, on va le voir je pense dans la semaine qui vient. Pour l'instant, les deux vagues se superposent. C'est ça, en fait, qui est plutôt une difficile. mauvaise nouvelle du jour. Non, mais vous voyez, la population est atteinte par la vague Omicron et l'hôpital est atteint par la vague Delta. Voilà où on en est actuellement. Il y a toujours un décalage entre les contaminations et les hospitalisations, en particulier les formes sévères. Donc actuellement, on subit une vague. Enfin, on y fait face. Quand je dis on subit, on essaye d'y faire face. La vague Delta. Et d'ailleurs, pardon, on verra les bonnes et les mauvaises nouvelles, Julie, tout à l'heure. C'est vrai qu'en réanimation, tout se passe là, c'est chez vous. On est déjà au-delà de 3500. C'est loin d'être négligeable. Il y a une vraie tension là. Je crois qu'on a 3600 ce soir et quelques de patients Covid. Ah et oui. on a beaucoup de patients non Covid qui demandent des soins de réanimation. Beaucoup aussi. Donc on arrive à actuellement une saturation des lits en termes de réanimation, d'autant plus qu'il y a beaucoup de lits fermés en raison d'un manque de personnel chronique, on va dire. Maintenant. Saturation, y compris dans votre hôpital ? Ah oui. Bah, nous, on est plein complètement. En réanimation, on est plein. Parce qu'on a aussi des patients non Covid. On a en gros... On a 60% de patients Covid en réa et 40% de non-Covid, mais qui demandent tous les jours des soins parce qu'il y a des maladies. On a des grippes. C'est quand même très frappant. Pardon, ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a les deux. Aujourd'hui, c'est vraiment la douche. Non, mais il y a un peu de confusion. Parce qu'on nous dit, Omicron, c'est un rhume. En gros, beaucoup de gens disent, attendez, Omicron, c'est un rhume. Et puis, simultanément, on nous dit, il y a saturation dans la réanimation. La saturation est due à deux choses. La vague Delta, qui est très forte. Le Delta tue depuis des mois et des mois. Et deuxièmement, la saturation est due aussi au fait que beaucoup de lits sont fermés et que des personnels sont aussi absents. C'est pour ça que les lits sont fermés au demeurant. Et qu'en plus, il y a des personnels contaminés qui fait qu'on se pose aussi des questions sur une facture supplémentaire de lits. Voilà où on en est. Alors, je voulais L'Omicron est à venir.
On espère que ce sera une forme moins grave. Moins dangereuse et donc même ça envoie si moins on les sait gens qu'on aura à l'hôpital. quand même de toute façon des cas graves quand même en réanimation qui vont venir. Alors, je voulais qu'on aille voir En particulier chez les non-vaccinés. Mircea Sofonea, vous êtes épidémiologiste. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ce soir. Déjà, une réaction à ce que dit le ministre de la Santé qui a fait un peu de vague parmi les médecins. Est-ce que c'est, comme le dit Olivier Véran, peut-être la dernière vague? Est-ce que vous y croyez? Bonsoir. Non, alors, Monsieur Véran, il est dans son rôle de membre de l'exécutif. Il essaye, à l'aube de l'année 2022, de redonner un peu d'espoir, de pointer vers un horizon qui serait plus favorable. Mais clairement, on ne peut pas dire que ça sera la dernière vague au sens où il y aurait une reprise forte de l'incidence. En revanche, la dernière vague hospitalière de cette ampleur, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que, en particulier, donc, on va de mieux en mieux maîtriser la vaccination par, malheureusement, des rappels. On aimerait tous ne pas avoir à passer par des rappels, mais aussi parce qu'il y aura de nouvelles molécules thérapeutiques qui permettront aussi de plafonner en fait l'impact du Covid-19 dans les hôpitaux, des molécules qui seront aussi plus robustes à l'évolution virale. Docteur Sofonea, est-ce que le scénario dont on parle depuis plusieurs jours est en train de se confirmer, c'est-à-dire pour l'instant un Omicron relativement bénin, il y a peu de cas très graves, mais une masse colossale? Beaucoup de médecins disent attention, on parle de 200 000 et quelques par jour, mais en réalité par dessous, c'est beaucoup plus, peut-être 500 000 cas par jour. Alors, oui, il est moins sévère, ça c'est clair, mais maintenant, il est extrêmement contagieux. Et si on regarde bien la dynamique du nombre de reproductions, vous savez, c'est cet indicateur dont on parle un peu moins, mais qui est quand même fondamental. En fait, il est décalé sur les hospitalisations par rapport aux cas. Et en fait, il suit exactement la courbe des hospitalisations pour le moment. Ça n'est pas la même trajectoire pour les admissions en soins critiques, même s'il faut faire attention, parce qu'on est encore au tout début de cette vague Omicron hospitalière. Il y a déjà eu des décrochages par le passé, c'était le cas au début de la vague Delta, début juillet. Et eh bien, il faut encore se méfier parce qu'une vague de contamination en population générale peut induire quand même une reprise des hospitalisations, même si ce n'est pas forcément en soins critiques. Petite question encore là-dessus, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous inquiète, ou c'est là-dessus qu'on s'interroge tous. Quand est-ce qu'on sera fixé sur la dangerosité de ce variant Omicron? Parce que ça fait des semaines qu'on en parle. Je lisais des articles, certains disaient, des médecins disaient d'ici 2 semaines on le saura. Est-ce qu'on sait à quel moment on sera fixé là-dessus? Eh bien, déjà, à partir de la fin de la semaine, on commencera à avoir un signal plus franc parce qu'il y aura en fait l'impact d'un éventuel effet réveillon de Noël, parce qu'à ce moment-là, on aura les éventuelles infections graves, sévères, critiques d'Omicron à un moment où il circulait déjà beaucoup, qui commenceront à apparaître à l'hôpital, et on pourra faire des analyses plus précises sur le cas français, la dynamique en France. Maintenant, si on regarde les données britanniques, on est sur une division par 3 de la virulence intrinsèque. En tout cas, intuitivement, on voit autour de nous, c'est très frappant, même dans les invitations qu'on lance ce soir, on voulait avoir le docteur Vargon aussi, même lui, il est coriace pourtant le docteur Vargon, pour que le virus s'attaque à lui, il faut vraiment que ce soit... il nous regarde sans doute depuis chez lui, depuis son lit de souffrance. Il y a beaucoup d'invités comme ça qui sont en train de tomber comme des mouches, souvent avec des symptômes très légers, mais enfin, le fait est, si on ouvre la discussion, cette stratégie aujourd'hui de dire... Allez, il faut quand même que la société fonctionne, que l'économie tourne, on ne peut pas tout bloquer. Est-ce que ça vous paraît la bonne stratégie? Oui, bien sûr. Moi, ça me paraît être la bonne stratégie. Je ne suis absolument pas médecin, mais ça me paraît être la bonne stratégie parce que je parle avec le recul qu'on peut avoir chacun d'entre nous depuis 2 ans. Et ça me paraît être la stratégie qui a été adoptée par le président de la République, d'ailleurs, depuis le début, qui a toujours milité pour que le pays continue à travailler, à s'éduquer, aller à l'école. Il y a eu la première vague qui était très particulière, où là, tout le monde était assigné à résidence. Et après, on a vu que le président de la République, c'est comme ça dans nos institutions, c'est lui qui donne le là, et même contre son ministre de la Santé, j'ai l'impression, et contre son Premier ministre. Il a toujours été plutôt parmi les ouvristes contre les refermistes. Exactement. Et on suit cette logique-là. Et peut-être que cette logique, d'ailleurs, à terme, on verra, ça sera la logique gagnante. Je parle en dehors du contexte électoral qui s'approche, je dirais la logique gagnante face au virus. C'est-à-dire qu'on se sera peut-être mieux sorti que d'autres de cela, même si
le volet économique et le quoi qu'il en coûte, On va en parler dans un a coûté instant. très très cher. Rachel Binas, c'est vrai que le gouvernement Emmanuel Macron, pour le coup, on peut dire qu'ils sont restés sur la même ligne depuis le début. Il y a une espèce de continuité là-dessus. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il garde la même posture par rapport à cette crise. On continue à laisser le pays vivre malgré la situation. Alors, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Je pense qu'au cours de l'émission, on aura l'occasion de pointer du doigt quand même certains manquements ou certaines choses qui peuvent... Non, je disais là-dessus, sur ce point-là, pour le coup, on ne peut pas lui En effet, reprocher. Il y a une continuité. Il y a une continuité qui est due donc, à cette cohérence. On l'a dit, une première décision qui avait déjà vu le jour l'année dernière avec les écoles. Souvenez-vous, c'était l'enjeu des écoles qui prenaient énormément de place. On voyait les pays voisins les fermer. Et nous, au nom de la continuité de l'enseignement, la continuité scolaire, on a décidé de les laisser ouvertes, alors même que les chiffres n'étaient pas exceptionnels. Et c'est un pari qu'avait gagné Macron. Là, c'est la même chose. Il récidive. Il mise aussi là-dessus avec quand même un petit bricolage pour montrer quand même qu'il reste dans l'action. Par exemple, les masques en extérieur qui sont complètement inutiles. Mais ce levier-là... C'est une incitation, c'est un signe. Exactement. C'est montrer qu'on est dans l'action, qu'on fait quelque chose. On ne peut pas nous reprocher justement de ne rien avoir tenté. Mais les mesures restent beaucoup plus discrètes, je ne vais pas dire timides, légères, optimistes, beaucoup plus optimistes que bon c'est surtout de l'allègement voisins. de l'isolement pour les non-vaccinés. Alors, Si vous les vaccinez, si vous êtes vacciné, vous vous testez, plus d'isolement. C'est quand même un grand changement. C'était quasiment un impératif eu égard à la situation chez nos voisins anglais. Ils ont vu un certain nombre de leurs entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, être dans des situations extrêmement difficiles parce qu'il manquait du personnel du fait de cet isolement. Et pour ne pas se retrouver dans ce type de paralysie, on a décidé en effet de réduire cette durée. Alors Julie, précisément, vous pouvez en parler, c'est le risque de blocage d'économie. Exactement, ça c'est la grosse frayeur du gouvernement. Bruno Le Maire a reçu les différents acteurs économiques aujourd'hui pour essayer de les rassurer et leur dire que l'État reste à leur côté, continuera à les aider. Il a donné des précisions là-dessus justement. On écoute le ministre de l'économie aujourd'hui. Toutes les entreprises qui auront perdu 65% de leur chiffre d'affaires, je rappelle qu'auparavant c'était 80%, donc nous avons abaissé le seuil à 65% de perte de chiffre d'affaires, seront éligibles au remboursement de l'activité partielle à 100% sans reste à charge. Toutes les entreprises qui font l'objet de mesures de restriction sanitaire auront également accès à cette indemnisation à 100% de l'activité partielle. Nous allons abaisser le seuil d'accès au dispositif de prise en charge de l'intégralité des coûts fixes à 50% de perte de chiffre d'affaires. Écoutons tout de suite la voix de l'économie. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes avec nous en direct, vous représentez les entreprises. Bonsoir. Bonsoir Darius. Alors, on a la théorie, on a la pratique. Vous, c'est vraiment le cœur de la pratique. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Certains disent qu'il y a tellement d'absence dans certains domaines qu'il y a un vrai risque de paralysie. Est-ce que vous le constatez? Le risque de paralysie, il était suspendu à cette réduction de l'isolement. Vous le savez bien, on l'a entendu jusqu'à dimanche matin, où pour nous, c'était une économie paralysée de manière réelle, concrète et sans retour. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous annonce que nous avions demandé des mesures financières et sociales. La finance, c'est la capacité effectivement de déplacer ou de reporter les PGE si c'est officiel d'une année, puisque je vous rappelle que l'échéance des PGE arrivait en avril, puisque les PGE n'ont pas été encore payés pour beaucoup de nos entreprises, et puis la capacité aussi d'avoir un véhicule plus long sur 7 ans ou 10 ans, même si les banques n'y sont pas toujours favorables, avec pour nous une demande complémentaire, ce qui est le cas par exemple en région d'Île-de-France, d'effacer la dette des TPE, PME les plus fragiles. Ça, c'est le premier point, c'est le volet financier. Le deuxième volet, c'est le volet social. C'est ce qui a été annoncé immédiatement. Donc, la capacité de bénéficier du chômage partiel pour les activités, notamment à 100%, et le reste à charge pour les entreprises. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut bien rappeler ce que le défaut que vivent nos entreprises, ce n'est pas parce qu'elles ont mal travaillé, ce n'est pas parce qu'elles ont été des canards boiteux, c'est tout simplement parce que l'État a fermé l'activité. Ce sont des fermetures administratives. Et donc, c'est un juste retour d'une décision politique, d'une décision administrative contre le virus. Mais ça nous aide beaucoup. Monsieur Cohen, avant d'entrer dans l'aspect financier, en termes simplement de fonctionnement, là où vous risquez de manquer de bras et de tête, ces prochains temps, c'est dans quel secteur ? Dans les secteurs qui sont en tension, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, la santé,
mais aussi tout ce qui est service à la personne et paradoxalement le numérique. Quant à l'événementiel, les traiteurs, il est complètement sinistré, puisque vous savez, quasiment depuis 18 mois, il est fermé périodiquement. C'est tous les postes aussi dans lesquels on ne peut pas télétravailler finalement. Bien entendu, ce sont tous les postes qui ne sont pas télétravaillables, tous les postes qui demandent à faire appel à des savoir-faire, des compétences. Et aujourd'hui, nous sommes en manque de personnel. Il y a un mois, nous faisions une enquête sur les défauts de présence de salariés dans l'entreprise. Nos entrepreneurs sont en recherche de 43% d'effectifs et aujourd'hui, ils sont encore à en perdre 53% des marchés par manque de personnel. Un exemple qui va vous donner les chiffres sur l'Île-de-France. En Île-de-France, on a 750 000 demandeurs d'emploi, 400 000 offres non pourvues. Vous voyez qu'il y a un problème de vase communicant et le virus n'est pas un élément qui permet aujourd'hui de fluidifier le système. C'est pour ça que les aides actuelles vont dans le bon sens, nous les avons demandées, mais pour autant, ça ne forme pas les personnels. Il faut former les personnels à ces métiers en tension. Une réaction peut-être du médecin sur ce plateau. Ces règles-là, on le rappelle, les personnes positives, complètement vaccinées, devront s'isoler pendant 7 jours et non plus 10. Donc assouplissement des règles d'isolement, elles vous semblent adaptées, elles vont assez loin? Elles sont liées justement à ces considérations économiques et de fonctionnement des services publics ou non publics, bien évidemment. Mais est-ce qu'on privilégie là l'économie plus que le sanitaire? On essaye de peser le pour et le contre, et je pense que c'est un compromis qui est trouvé, parce que naturellement, moins on isole les gens, plus il y a de risque de contamination. En pensant aussi qu'un désastre économique n'est pas bon pour la santé. Beaucoup de médecins disent attention, il ne faut pas toujours opposer les deux en réalité. D'autres pays ont pris ce genre de mesures, donc de réduire l'isolement à, on va dire, 7 jours, et puis éventuellement, si le test est négatif au bout de 5 jours, le réduire totalement. Tout ça coûte beaucoup d'argent, pardon. On parlait de l'homme de gauche et de l'homme de droite. Là, on a dit le robinet à milliards a été ouvert. Beaucoup disent bravo, fantastique, on peut s'endetter. Il y a quand même ceux qui disent on crame la caisse, c'est dangereux. Oui, quelles sont vos opinions là-dessus, Nicolas Domenach? Ils ne vont pas le dire beaucoup, ils le disent assez peu d'ailleurs. Tellement c'est là tout mettre, le quoi qu'il en coûte depuis le début, et donc ils le ressortent à nouveau. Ils ne pourraient pas mieux trouver, je veux dire, parce que ça a été une réussite formidable, vraiment fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. Même la droite, je veux dire, elle le dit en off. Parfois, elle dit attention, on est en train de cramer la caisse, comme vous dites, mais elle ne le dit pas. Et ça embête un peu la droite quand même. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Ça embête énormément. Mais enfin, juste moi, ce qui m'inquiète le plus, alors que je suis d'un optimisme prudent, c'est les épidémiologistes. Je trouve qu'il faudrait les enfermer et puis qu'ils se mettent d'accord entre eux et qu'on fasse sortir une fumée blanche à un moment quand ils auront réussi, parce qu'on les écoute sur votre plateau. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et ils ne sont pas toujours tous d'accord, ça c'est vrai. J'ai entendu Martin Blachier qui a parlé de vagues fantômes, c'était passionnant ce qu'il a dit, mais j'avais entendu un peu avant une autre épidémiologiste en train de nous dire que c'était la roulette russe, que l'école allait exploser, que c'était une catastrophe, que l'économie... alors si on ne prenait pas des mesures drastiques tout de suite, l'économie avait plongé. Je crois que c'est la folie. Stop, quoi. Il ne faut jamais leur demander la prévision. Il faut leur dire ce qui se passe maintenant. C'est plus prudent, disons. Yves Tréhard. Oui, alors, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que très peu de discours peuvent être audibles en disant ce quoi qu'il en coûte, d'accord. Effectivement, on creuse la dette. Et cette dette, on a de la chance. Les taux d'intérêt sont très bas parce que les banques centrales approvisionnent à fond les marchés. Ce qui m'inquiète plus, et je pense que la droite devrait davantage d'ailleurs insister là-dessus que sur le fait qu'on dépense beaucoup, parce que la droite, je vais vous dire une chose, elle aurait fait exactement la même chose, surtout à quelques mois d'une élection présidentielle, c'est de savoir comment on peut réformer le pays pour qu'il soit davantage prêt dans ses services publics, dans ses fonctions essentielles qui relèvent de l'État, comment il peut être davantage prêt pour affronter une épidémie comme ça. Et l'un des sujets, c'est quand même la réforme de l'hôpital. La réforme de l'hôpital, il y a eu certes un Ségur du nom de l'avenue qui abrite le ministre de la Santé, mais ce Ségur n'a somme toute servi, ce n'est pas rien, à s'occuper du salaire des soignants, mais il aurait fallu aussi peut-être s'intéresser à la réforme structurelle de l'appareil hospitalier français. Et ça, c'est ça, on a l'impression que ça c'est un peu en panne, tout comme est en panne d'autres réformes qui sont apparues au grand jour avec cette épidémie, tout à fait capitales à faire et à conduire. C'était sur le quoi qu'il en coûte au début, non? Il a dit que c'était très bien. Il y a quand même des hommes de droite honnêtes. Non, c'est comme les poissons. J'ai pas dit que c'était très bien, volants, c'est pas la majorité pas faire autrement. Mais, pardon.
On ne peut pas faire autrement. Et puis, voilà, moi, je ne prétends pas représenter un parti. Attention, je ne suis pas là. Si on ramasse tout ce qui s'est dit depuis le début, on voit bien qu'il y a une sorte de porte étroite. On veut que l'économie fonctionne, on relâche un petit peu, notamment sur l'isolement. En même temps, on veut faire la pression maximale sur les non-vaccinés. Ça va être le débat qui suit. Dites-nous en quoi c'est vraiment l'élément central. C'est central parce que, pour plusieurs raisons. Sur le plan sanitaire, premièrement, les non-vaccinés prennent un énorme risque pour eux-mêmes. Je le répète, pour eux-mêmes. C'est-à-dire de faire des formes graves avec le Delta, mais peut-être aussi avec l'Omicron. Parce qu'on dit qu'il est moins sévère. Mais chez des non-vaccinés, on a maintenant des éléments très forts venus du Royaume-Uni, publiés la semaine dernière, montrant que les non-vaccinés ont un beaucoup plus fort risque de faire des formes hospitalières. Et ils occupent des places à l'hôpital. On va y venir. Et c'est là le deuxième problème, c'est qu'en effet, les non-vaccinés, on les prend en charge, bien évidemment, comme tout patient, et sans rechigner, absolument sans réfléchir. On traite les patients tous de la même façon, quel que soit leur statut. Vaccinal, Hippocrate, mais c'est vrai. Quelles que soient toutes les considérations ethniques, sociales, culturelles, religieuses et autres, toujours de la même façon. Il n'y aura pas de doute là-dessus, je vous rassure. Mais en effet, il y a des places qui sont actuellement... Il y a des SAMU qui tournent pour essayer de placer des patients qui n'ont pas de pathologie Covid. Et puis il y a également des interventions qui vont être déprogrammées bientôt. C'est vraiment complet. On va en parler dans un instant. On en parle dans un instant et on va parler effectivement, vous restez avec nous, de la pression qui s'accentue donc sur les non-vaccinés. Dans le journal La Provence, aujourd'hui, 500 médecins appellent les Français à aller se faire vacciner. On a appris d'ailleurs aujourd'hui, illustration des risques qu'encourent les personnes non vaccinées. La mort d'Igor Grishka, 6 jours après son frère, tous les deux non vaccinés et hospitalisés pour Covid. Et puis on parlera toujours de l'ouverture des discussions autour du pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Autre moyen de faire pression sur les non-vaccinés en France, échange tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. On va en parler dans un instant. Vous ne bougez pas, à tout de suite sur LCI. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. J'ai toujours voulu aller plus vite, plus haut, plus loin. Pour elle, pour lui, pour moi. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Mais je me donne toujours à fond. Allez là, on lâche rien. Et un bon coach, c'est la clé pour réussir. Retrouvez-nous sur echelonfil.fr. Quand on est dans la banque la moins chère depuis 14 ans, c'est possible de recommander sa banque. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et toujours 80 € offerts. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais? Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec DeLonghi. Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates? Ils font tous partie des alliances locales Leclerc. Des circuits courts entre des magasins Leclerc et des petits producteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 12 000 alliances locales pour développer leur activité. Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local. Leclerc. Faire son shopping en ligne sans NordVPN pourrait signifier partager sa carte bancaire avec tout le monde. Achetez en ligne en toute sécurité. Protégez vos données bancaires en profitant de l'offre spéciale NordVPN.
Le cercle existe depuis la nuit des temps. Une forme parfaitement harmonieuse. Une renaissance perpétuelle. Le cercle accompagne BMW depuis toujours. Il nous guide, nous inspire, nous stimule. Il est temps de repenser notre vision pour la rendre encore plus circulaire. Découvrez notre démarche circulaire et l'ensemble de nos engagements sur bmw.fr. Maintenant, lorsqu'un de vos appareils tombe en panne, il y a Darty Max, l'abonnement pour les faire réparer. Qu'ils soient flambant neufs ou plutôt jeunes, qu'ils viennent de chez Darty ou même d'ailleurs, c'est à partir de 9,99 € par mois, diagnostic, pièces et main-d'œuvre inclus. Le seul abonnement de réparation illimité pour vos appareils électroménagers et multimédia, c'est Darty Max, par Darty, premier réparateur de France. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes toujours avec Julie Hamet et nos invités pour suivre l'actualité de ce lundi. La mort d'Igor Bogdanov, 6 jours seulement après son frère Grishka, du Covid. Tous les deux non vaccinés donnent à la crise une résonance particulière, alors même que le projet de passe vaccinal et les nouvelles mesures se précisent. On va parler de ça, on va voir tous les échos politiques de cette nouvelle stratégie. Les essentiels avec vous, Julie. Et vous le disiez, Darius, Igor Bogdanov est donc mort à l'âge de 72 ans. Il est décédé moins d'une semaine après son frère Grishka. Ils étaient tous les deux hospitalisés depuis la mi-décembre après avoir attrapé le Covid. Ils ne souhaitaient pas se faire vacciner. Ils étaient connus pour leur émission de science-fiction Temps X sur TF1 dans les années 80. Et le nombre de contaminations en France est toujours important, plus 67 400 cas ces dernières 24 heures. C'est une hausse de 122% par rapport à lundi dernier. Pour autant, Olivier Véran le dit, la 5e vague de Covid pourrait être la dernière. On écoute le ministre de la Santé. Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague. Peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité, mais nous avons face à nous deux adversaires, je le redis, pour bien comprendre le sens de ce projet de loi. Le variant Omicron, très contagieux, moins dangereux. Le variant Delta, contagieux, très dangereux. Et c'est face à ces deux ennemis que nous devons faire bloc. Le gouvernement qui mise tout sur le pass vaccinal. Le projet de loi est discuté à l'Assemblée nationale. Au Canada, la pression sur les non-vaccinés va plus loin encore. Les Canadiens qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus bénéficier des indemnités chômage. Et toutes ces mesures anti-Covid suscitent parfois la colère. Image ici d'une manifestation à Berlin ce soir. Des dizaines de personnes défilent en silence et dans le calme dans un quartier de l'est de la ville. Ces manifestations contre la politique sanitaire allemande se multiplient ces dernières semaines. Un chiffre dans le reste de l'actualité. Apple a franchi aujourd'hui le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est une première dans l'histoire boursière. La valeur du groupe a quasiment décuplé depuis le départ emblématique de Steve Jobs. Et puis un rendez-vous politique. Demain, Elisabeth Martichoux recevra Clément Beaune, interview du secrétaire d'État chargé des affaires européennes. C'est à suivre sur LCI, bien sûr, à partir de 8h30. Et en vous écoutant, Julie, c'est très frappant. Le fait dominant de la journée, c'est cette sorte de pression sur les non-vaccinés, ou bien par la conviction ou par la contrainte, le pass vaccinal en France, des mesures aussi à l'étranger. C'est vraiment une forme d'assaut tous azimuts. Exactement. Et donc, on va parler de cette pression qui s'accentue donc sur les non-vaccinés, avec tout d'abord cette tribune dans le journal La Provence, sorti donc aujourd'hui, l'appel de 500 médecins de l'AP-HM intitulé « Faites-nous confiance, vaccinez-vous ». On est justement avec l'un des signataires de cette tribune, le professeur Jean-Luc Jouve. Vous travaillez à la Timone, l'hôpital de la Timone à Marseille. Pourquoi avoir décidé de signer cette tribune? Quel constat faites-vous dans vos services? Il n'y a que des non-vaccinés en réanimation, c'est ça? Bonsoir. Oui, il y a pratiquement que des non-vaccinés. Il y a 86% de non-vaccinés chez les Covid actuellement en réanimation.
C'est important. On est encore sous l'effet de la vague Delta. On n'a pas encore la vague Omicron chez nous. Et on est plein. Donc on demande de l'aide à la population parce qu'on a besoin de place. Alors voilà ce que dit précisément la tribune. Parce que les réanimations sont pleines de malades du Covid qui ne sont pas vaccinés, nous ne pourrons pas soigner d'autres malades qui en ont pourtant besoin. Notre rôle de soignant n'est pas de juger qui que ce soit, c'est un constat. Mais est-ce que derrière, parce que certains médecins la posent, cette question, est-ce qu'il faut poser la question d'une priorisation en fonction de la vaccination ou non du patient? Est-ce qu'il faut favoriser les soins à ceux qui sont vaccinés? C'est une question qui fait polémique, mais certains médecins commencent à la poser, cette question. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que la question ne se pose même pas. Il est exclu de poser la question en ces termes. On est médecin, on n'a pas à juger de ce que font nos concitoyens. On peut leur expliquer, on peut faire de la pédagogie, on peut discuter avec eux. Certains peuvent ne pas entendre, c'est ce qui se passe parfois, rarement, mais ça se passe. Il est hors de question de faire un choix dont le critère serait vacciné ou non vacciné. Professeur Jouve, pardon, honneur aux médecins, et effectivement, on sait bien que tous, serment d'Hippocrate, on le disait aussi avec le professeur Teboul, il est exclu de punir quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné, mais on sait bien qu'il y a des phénomènes de priorisation tous les jours, d'ailleurs même hors Covid, entre une personne plus ou moins âgée, qui présente plus ou moins de risque de mourir, etc. Est-ce que dans la pensée de certains soignants, il n'y a pas une forme de colère qui existe contre les non-vaccinés? Hors caméra, beaucoup l'avouent. Je crois qu'il y a surtout une certaine forme d'incompréhension et de résignation de la part des soignants. Je crois que la décision qui va faire qu'un patient va être mis sous respirateur ou ne va pas être mis sous respirateur, elle a été discutée, elle est gérée par des sociétés savantes, elle est gérée par des comités d'éthique. Mais la qualité vaccinée ou non vaccinée ne doit, à mon sens, pas entrer en jeu. Si on met le doigt là-dedans, on perd complètement toutes les valeurs de notre médecine. Un mot simplement sur... Vous dites qu'il y a une saturation. C'est quand même très important ce que vous dites. C'est ce que vous disiez aussi, professeur Dehoul. On est quand même dans une situation en France où il y a dans certains services de réanimation, aujourd'hui, sans même attendre les suites de la vague Omicron, il y a une forme de saturation. Est-ce que ça veut dire que déjà maintenant, vous devez prioriser certains patients, ceux qui sont transférés ailleurs? Est-ce que c'est un problème pour vous? Alors, ce que l'on priorise, ce sont le type d'intervention, c'est-à-dire que les interventions fonctionnelles, chirurgie esthétique, chirurgie orthopédique réparatrice, etc., sont décalées. Tout ce qui est décalé, tout ce qui peut être décalé est décalé. On effectue des transferts sanitaires à partir des Bouches-du-Rhône parce que les Bouches-du-Rhône étant le département le moins bien vacciné de toute la France, de manière parallèle, c'est le département le plus affecté. Et donc, il n'y a pas de secret de ce côté-là. Il n'y a pas besoin d'une grande épidémiologie. Et pour l'instant, on tient sur ces bases-là. L'inquiétude, c'est de savoir ce que le nouveau variant va représenter pour nous en termes d'hospitalisation. Merci beaucoup, professeur. On l'a compris, vous le dites, il est hors de question. La question ne se pose même pas d'ailleurs de prioriser ou non en fonction de l'état de vaccination du patient, mais tous ne disent pas la même chose dans le corps médical. Autre son de cloche, celui du professeur Bertrand Guidet. On l'écoute. Moi, je pose la question, faut-il privilégier une personne, par exemple, qui a un cancer vacciné pour faire de la place pour une personne non vaccinée qui a un Covid grave? Une malade du service qui dit « moi, c'est mon choix, je ne me fais pas vacciner ». Elle se retrouve en réanimation, elle va probablement être intubée ce soir. C'est son choix. Et donc, elle prend un lit de réanimation qui ne sera pas accessible, disponible pour un autre malade, ce qui pose quand même problème, je trouve. Ces propos-là, ils vous choquent, professeur Teboul? Non, je ne peux pas être choqué par Bertrand Guidet, qui est un ami très très proche, et je pense qu'il voulait simplement, probablement, dans cette émission qui datait déjà de quelques semaines... Le 3 décembre. Voilà, 3 décembre, donc c'est ça, il y a un mois. Il voulait lancer le débat, bien évidemment, mais je connais Bertrand, il est exactement sur la même ligne que moi et que d'autres, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, absolument, en termes de soins. Maintenant, encore une fois, il y a une réalité, un constat, c'est qu'on manque de lits pour prendre en charge d'autres patients, et c'est bien là le problème. Et pardon, le coup, hier, la professeure Lacombe était ici même à cette table, et elle disait, attention, il ne faut pas se mentir, il y a par exemple, à cause de la situation, à cause de cette saturation, des cas de crise cardiaque supplémentaires, des gens qui ne reçoivent pas les opérations parce qu'elles ne sont pas urgentes, donc ça amène des morts. Exactement. Il n'y a pas que les interventions chirurgicales
comme ça a été décrit d'ailleurs par M. Jouve, qui est orthopédiste. Et en effet, quelques interventions non urgences pourraient être décalées, encore qu'il ne faut pas attendre non plus des lustres. Mais il y a aussi des actes diagnostiques, comme elle a parlé de la coronarographie. Qui sont retardés. Il y a d'autres actes, comme les coloscopies, comme des choses qui sont importantes pour éventuellement dépister ou démarrer un traitement. Rachel. Envisager la question du tri, c'est vraiment une réflexion qui n'est pas saine du tout. Parce qu'en fait, elle fait porter une espèce de culpabilité sur les épaules du malade. Dans ce cas-là, allons jusqu'au bout. Décidons par exemple qu'on ne soigne pas quelqu'un qui vient avec une overdose, un junkie, sous prétexte que finalement, c'est lui-même qui a décidé de prendre le produit. Là, c'est mettre le pied dans un engrenage extrêmement difficile ensuite à gérer. Alors certes, d'un point de vue éthique, certains diront oui, mais il faut poser la question. Par exemple, en 2010-2011, une loi a été testée en Israël sur le don d'organes. On décidait que il faudrait voir si elle existe encore, n'était prioritaire pour le don d'organes sur la liste que les personnes qui étaient elles-mêmes porteurs de la carte. Mais Rachel, pardon, vous avez lâché le mot culpabilité. Oui. On sent bien dans la société cette espèce d'hésitation. Ceux qui disent attention, il ne faut pas dire des coupables, et d'autres qui cherchent des coupables, qui disent par exemple les gens qui ont découragé à la vaccination, certains politiques qui participent de tout ça. Le professeur Gaudry, qui était sur ce plateau, disait oui, il faut considérer qu'ils sont coupables. Non, mais qu'il y ait en effet des marchands de doutes comme ça qui aiment à remettre en cause le consensus scientifique, ça, bien sûr qu'on peut les pointer du doigt et les critiquer. Maintenant, oui, vous avez prononcé le mot également, vous l'avez repris, c'est celui de la culpabilité, mais vous avez raison d'insister. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre héritage judéo-chrétien qui, de par le mode de transmission, c'est de la contagion. Donc la contagion, quelque part, fait écho en nous à une espèce de culpabilité. Ah ben tiens, je l'ai transmis à quelqu'un. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas tomber là-dedans. Ceci étant dit, et je finirai là-dessus, en effet, la question, alors le mot tri est un peu excessif, mais aujourd'hui, comme hier, avant-hier, bien avant le Covid, quand arrivent deux patients, que la situation est extrêmement compliquée à l'hôpital, qu'il y a un nourrisson de côté et une personne âgée de l'autre, eh bien, on ne laisse pas la personne âgée, mais on met, si vous me permettez l'expression, le paquet et sur ça, c'est la réalité quotidienne. C'est la réalité quotidienne. Est-ce que c'est un jeu dangereux que de poser cette question, ou est-ce que c'est légitime de la poser alors Non, on peut la poser, parce que de toute manière, il n'y a pas de tabou. Et tout le monde sait... Je parle sous votre contrôle, mais moi je l'ai vécu au début par l'intermédiaire d'un ami au début de l'épidémie. Comme c'est anonyme, je peux en parler. C'est une personne qui est rentrée de toute urgence après être allé voter alors qu'il était en forme et qu'il avait 80 ans. 3 jours après, il avait le Covid, et 5 jours après, il sortait de l'hôpital les pieds devant. Et le professeur de médecine qui l'a accueilli a dit à son fils parce que son âge faisait, on était quand même débordés à ce moment-là, son âge faisait que on s'en occupait moins qu'un homme qui avait peut-être 10, 20 ou 15 ans de moins. Donc voilà, je pense que c'est une question taboue. Ça reste une question taboue parce que c'est jamais agréable. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que chez les médecins, il y a quand même aussi, dans des circonstances qui sont hyper graves, je ne crois pas que ça soit le cas aujourd'hui, dans des circonstances qui sont extrêmes, et c'était le cas au mois de mars dernier, mois de mars-avril. Et les médecins ne s'en cachaient pas. Il y a eu un tri de fait. Ils disaient, il y a eu un tri de fait. Alors évidemment, on ne va pas le crier sur les toits, mais c'est le cas. Mais elle nous détourne du véritable problème, la situation de l'hôpital. Oui, juste un point, c'est ça, c'est que moi j'ai une femme médecin, donc je vois souvent, on a souvent des discussions avec elle, avec ses amis. Il ne faut pas que ça masque leur colère qui est réelle. Tout à l'heure, on a évité la notion de colère. Ils sont très en colère contre l'état du système de santé en règle générale, qui est tellement dégradé alors qu'il crie depuis des mois. Mais aussi, contre les non-vaccinés aussi. Mais aussi contre les non-vaccinés, mais parce qu'ils sont obligés de déprogrammer toutes les interventions qui étaient prévues, et ils sont inquiets pour les autres patients qu'ils ont dû déprogrammer. Ils ne savent pas si ça pourra être rattrapé. Enfin, je parle sous votre contrôle aussi, en tout cas. C'est ce qu'ils me disent et me répètent avec douleur. Parlons de la pression sur les non-vaccinés. Alors, on a bien compris que le tri médical, ça, personne de sérieux n'est prêt à s'engager sur un sujet comme cela. Mais dans certains pays, il y a une pression, y compris sociale, avec des formes de punition sociale. C'est le cas au Canada, notamment. On va retrouver tout de suite notre correspondant Clément Gauvin à Montréal. Expliquez-nous, là-bas, on est passé un cran au-dessus avec une mesure drastique, c'est ça ? Oui, en effet, le gouvernement canadien prévoit de suspendre l'indemnité chômage pour les non-vaccinés pour 2 raisons.
La première raison est que cette allocation chômage qui a été mise en place durant la pandémie ne doit pas permettre aux travailleurs de ne plus rechercher d'emploi. C'est-à-dire concrètement que les Canadiens qui sont sans emploi et qui refusent de se faire vacciner pourraient tout simplement ne plus avoir cette aide dans les prochains mois, même si la règle ne va pas s'appliquer aux Canadiens qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. C'est clairement un message pour les inciter à se rendre dans les centres de vaccination, car la deuxième raison de cette mesure envisagée par le gouvernement, c'est l'espoir de limiter la propagation du virus, en particulier sur les lieux de travail, car comme beaucoup d'autres pays dans le monde, le Canada connaît ces dernières semaines une résurgence fulgurante des cas de Covid-19, en particulier sur les lieux de travail, et l'arrivée du variant Omicron n'arrange rien à la situation, sachant d'autant plus que 17% des Canadiens n'ont toujours pas reçu une première injection. Clément Gauvin, merci. On voit bien sur les réseaux, chez les antivax, mais pas seulement, les mesures canadiennes, ça provoque un torrent de réactions extrêmement négatives où on dit là, on franchit un seuil. On entendra dans un instant Justin Trudeau qui assume très fortement cette position. Il est le plus anti-vax. Est-ce que c'est imaginable cela en France, Nicolas Domnac? Ah non, je crois absolument pas. Ce serait l'explosion. C'est tellement étranger à notre culture que je ne pense même pas que c'est envisagé ou envisageable nulle part. J'ai eu aucun de mes interlocuteurs, quelle que soit son origine politique, qui m'ait parlé de ça. Ça serait retoqué tout de suite par le Conseil constitutionnel. Oui, ça ne tiendrait pas. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, en revanche, c'est dans les États républicains aux États-Unis, où on a décidé à l'inverse de subventionner ceux qui étaient licenciés parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, quelques mois après que les mêmes dirigeants républicains avaient décidé de réduire au maximum les subsides votés aux chômeurs, etc. Donc là, on est, vous voyez, politiquement à franc renversé. Il serait impossible en France, et c'est quand même, ça va très très loin là pour le coup. Bah oui, ça va très loin. C'est le chômage quand on n'est pas vacciné. Non, mais oui, mais là, on frôle, c'est l'absurdistan, là. Et en plus, alors là, ce serait facile d'attaquer le gouvernement, parce qu'on pourrait dire au gouvernement, d'accord, vous voulez pénaliser les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais que n'avez-vous fait pour remettre le système hospitalier d'aplomb, les responsabilités, il y a des responsabilités chez les politiques qui ont des discours anti-vaccins qui sont pour le moins peu responsables, mais il y a aussi des responsabilités chez les politiques, et depuis longtemps, ce n'est pas uniquement cette équipe au pouvoir qui est là depuis 4 ans qui est responsable, parce que finalement l'hôpital, on ne s'en occupe pas comme beaucoup d'autres services publics depuis 30 ou 40 ans, ou alors en mettant des cautères sur une jambe de bois. Yves Tréhard, dans cette crise du Covid qui n'en finit pas, 2 nouveaux visages incarnent la liste des victimes, 2 visages qui d'une certaine manière n'en font qu'un seul, ce sont les frères Igor et Grishka Bogdanov, jumeaux jusqu'au bout puisqu'ils disparaissent l'un après l'autre à seulement 6 jours d'intervalle. Très grande émotion, très grande résonance de cette nouvelle aujourd'hui. Oui, tous 2 des suites d'une contamination au Covid. Selon leurs proches, ils avaient 72 ans, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Ils étaient célèbres pour leur émission Temps X sur TF1 dans les années 80. On va en parler avec Raphaël Enthoven. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes philosophe et ami des frères Bogdanov. Oui. Une première réaction déjà ce soir? C'est du désespoir, comme tous les gens qui les ont connus. Ce sont des gens qu'il suffit de les avoir connus pour les avoir aimés. C'était des gens merveilleux, des personnages poétiques, fantasques, inventifs, prodigieux, fous, funambulesques, je ne sais pas comment on dit, inouïs en vérité. Et donc leur départ laisse un trou dans l'eau ou dans l'espace irrésorbable. Voilà. Le mot ami est souvent galvaudé. Pour vous, c'était vraiment des amis d'enfance. Je crois que Igor vous a appris l'escalade. Oui, ça c'est un peu particulier. Ça c'est un jardin secret, mais après tout, il ne m'en voudrait pas d'en parler. On avait déjà fait une émission là-dessus. Je me souviens sur France Culture, il y a de cela quelques années. Igor était un excellent grimpeur. Il faisait de la varap, enfin de l'escalade. Il faisait du bloc. Les blozards, comme on dit, c'est-à-dire les amoureux de Fontainebleau, le connaissent tous. C'était un expert et c'était un grand pédagogue de ça. Et je lui dois d'avoir appris effectivement à grimper. Mais ce qui est intéressant avec les Bogdanov, c'était ces 2 dimensions d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils avaient un pied dans le passé.
Ils étaient médiévaux par leurs attaches, par leur atavisme, par leur goût, par la façon qu'ils avaient de fabriquer eux-mêmes la matière dont ils construisaient leurs maisons, etc., etc. Et ils étaient futuristes dans leur représentation des choses et science-fictifs. Comment est-ce que vous expliquez ce contraste? Évidemment, c'est ça qui frappe tout le monde aujourd'hui, passionné de science. Il participait même à des programmes pour la longévité. Moi, je me rappelle, dans une interview, il m'avait dit je rêve de vivre jusqu'à 120 ans. Et ils disparaissent à 72 ans dans ces conditions-là. Ça terrifie tout le monde. Je ne peux rien vous dire de ça, à part ma stupeur. Ils avaient fini par nous convaincre, d'une certaine manière, de leur immortalité, ces gens-là. Ils étaient si éloquents quand ils en parlaient. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'invincibilité, en particulier, je dois dire, chez Igor, qui était d'une force physique étonnante et dont l'invincibilité, dont la force... Igor, il est à gauche sur la photo, parce qu'il se... Oui, il se ressemblait pas, mais il se ressemblait pas tant que ça. Non. Igor avait le visage plus plein et Grishka plus taillé au couteau, enfin. Voilà, mais ils ne se ressemblaient pas tant que ça. Ils étaient complémentaires, ils n'avaient pas les mêmes goûts d'ailleurs. Seulement, ils ne formaient qu'un esprit. Alors Luc Ferry était aussi un ami proche des frères. Voilà ce qu'il explique. Il dit il n'était pas anti-vax, mais contre le traitement pour eux-mêmes. Étant très sportif, sans 1 gramme de graisse, il croyait que le vaccin était plus dangereux que le virus. Sauf qu'à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant. Une réaction peut-être du médecin aussi sur ce plateau. Est-ce que c'est le problème avec beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, qui se croient finalement invincibles, qui se disent « j'ai pas de problème particulier de santé », c'était visiblement leur cas, et qui donc se disent, sans pour autant être anti-vax, se disent « je vais pas me faire vacciner ». Oui, alors moi je suis également surpris quand même qu'ils ne se soient pas fait vacciner, parce qu'on a quand même maintenant des éléments pour penser que ce vaccin est extrêmement efficace contre les formes graves et puis qu'il n'est pas dangereux. Ils avaient, je pense, tous ces éléments à disposition. Et je suis triste vraiment, et puis on s'attendait presque au décès d'Igor, vu qu'ils se suivent et ils sont très très fusionnels, et j'en suis très triste ce soir. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, il y a pas mal de gens qui pensent qui vont passer entre les gouttes, pour reprendre l'expression de Monsieur le Ministre. Et il faut savoir que, personne ne passe entre les gouttes, notamment avec un variant aussi dangereux que l'Omicron, et qu'on voit beaucoup de gens, on croit que c'est toujours des gens de 85 ans qui sont dans nos services. Ce n'est pas vrai. 2% des patients à la PHP en réanimation ont plus de 80 ans actuellement. Je répète, 2%. Donc c'est quoi le profil d'ailleurs? Ce sont des gens non vaccinés, bien évidemment. Et la médiane d'âge est à 60-61 ans, c'est-à-dire que la moitié ont moins de 61 ans et la moitié ont plus de 61 ans. C'est actuellement le cas. Et ils ont parfois des facteurs de risque, mais pas des facteurs extrêmement graves, souvent un peu de surpoids, une hypertension artérielle contrôlée et traitée, par exemple. Sur ce combat pour la vie, il faut rappeler, on disait aux neuromédecins, Dieu sait si on les a applaudis avec raison au début de la crise, combat pour la vie, là, cet obituaire des personnages célèbres, c'est pas seulement l'aspect people, c'est rappeler à quel point il y a un combat si important. On a essayé de faire la liste. Valéry Giscard d'Estaing, ceux qui sont morts du Covid, Manu Dibango, qui d'autre? Patrick Devedjian, Christophe, le chanteur, Kenzo, le styliste. Pape Diouf. Il y a comme ça beaucoup de personnages. Non exhaustive. Non exhaustive. Par la grippe espagnole, il y avait Apollinaire ou Rostand. Tout ça compte évidemment. Vous qui avez été très critique sur on voit à quel point il y a des non-vaccinés de toutes sortes. Il ne faut pas les catégoriser. On dit il y a les négligents, les oublieux, il y a les forcenés, il y a les féroces. Mais il y a aussi simplement des gens qui sont des rêveurs. Enfin, il y a de tout. Oui, il y a de tout. La seule chose qu'on ne trouve pas, à mon avis, dans la population des non-vaccinés, ce sont les gens raisonnables. Mais ça, c'est une autre histoire, si vous voulez. Et on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Et je ne suis pas venu, d'ailleurs, me bagarrer ce soir. D'autant que mes amis eux-mêmes faisaient partie de ce groupe étrange de gens qui refusent de se vacciner en période de pandémie. Mais... Est-ce qu'il y a un manque, de combat pour la vie? Vous qui êtes philosophe, on entend souvent sur ce plateau des gens qui disent regardez en Israël, regardez en Afrique. Il n'y a pas ce nombre d'antivax. Les gens, au contraire, ont très envie de se battre à fond pour la vie. C'est une mentalité de combat pour la vie qui est plus forte que dans certaines régions en Europe. Je ne dirais pas ça. Il me semble que les régions dont vous parlez sont des régions où les habitants ont les moyens, chez nous, de prendre leur désir pour des réalités.
Nous avons les moyens numériques, nous avons les moyens digitaux aujourd'hui de délirer toute notre vie. On peut passer toute notre vie dans un monde parallèle et considérer pendant toute notre vie que tous les gens qui ne pensent pas la même chose que nous mentent et trouver des preuves de cela. Nous avons les moyens d'être fous toute notre vie. Nous sommes suffisamment équipés pour être fous et cons, toute notre vie. Et traverser la vie comme ça, de cette manière-là, et mourir en disant que c'est la faute des autres. On a les moyens de faire ça. Peut-être que dans des endroits où on a moins les moyens de faire ça, d'une certaine manière, on est moins fous. J'en sais rien. Voilà. Alors, qui sont Vous souhaitez réagir Oui, non, parce que j'évoquais tout à l'heure la colère des médecins qui sont obligés de déprogrammer et puis qui discutent quand même avec les antivax et qui se heurtent à ce qui est l'inverse de leur culture, quoi. Il y a une contre-culture qui s'est développée et une défiance à laquelle ils se heurtent, qu'ils ne comprennent absolument pas, quoi, parce qu'ils sont pris dans la vague de défiance qui frappe toutes les élites, quelles qu'elles soient. Je voudrais dire quand même que les Bogdanov n'étaient pas là-dedans. N'étaient pas là-dedans. Ils étaient pour eux-mêmes hostiles au vaccin, pour des raisons personnelles, qui n'engageaient qu'eux-mêmes, qui n'engageaient pas leurs proches, qui n'engageaient pas leurs amis et qui n'engageaient pas l'amitié, justement, ni la discussion. On n'était pas là dans du fanatisme ou dans quoi que ce soit, on était dans une décision personnelle que je déplore et que je déplorerai pour l'éternité, mais à laquelle on ne peut rien, d'une certaine manière, rien reprocher. Un mot encore, on va parler des antivax en général avec la déclaration très forte et très dure de Justin Trudeau, mais encore un mot sur les Bogdanov, ils sont derrière vous. Dieu sait si vous les avez aimés. Oui. Un mot personnel sur ces deux personnages extraordinaires, rêveurs, bluffeurs, brillantissimes. Il pouvait citer Prévert ou Jean Guiton, le grand philosophe catholique. Il pouvait citer Jean Guiton et l'instant d'après faire du banjo en gersois, si vous voulez, en citant du Jacques Prévert. C'est eux qui ont écrit Matrix. Matrix, le scénario de Matrix, ça a été écrit dans la mémoire double. La matrice, c'est eux qui l'ont inventé. C'est dans ce livre à la fin des années 70. C'était des esprits poétiques. Ils avaient une imagination extraordinaire. C'était des conteurs merveilleux. Un peu fouteur de gueule parfois. Oui, mais écoutez, je ne suis pas venu vous dire qu'ils étaient vertueux. Je suis venu vous dire qu'ils étaient adorables et merveilleux. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, leur gémellité, on dit les Bogdanov toujours, il y avait une espèce de fusion. Et ce qui nous fascine aussi dans cette histoire, c'est qu'ils soient morts il y a quelques jours d'intervalle, qui ne se soient pas quittés à la vie, à la mort. C'est je dirais, le sujet principal d'ailleurs. C'est le fait qu'ils ne se soient pas fait vacciner, ok. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est fascinant chez eux, c'est leur gémellité et le fait qu'il y en a un qui est mort et l'autre qui... quelques jours après... Ils avaient une formule incroyable. D'ailleurs, on ne les imaginait pas l'un sans l'autre. Ils disaient, on est étrange parce qu'on se ressemble tellement. Je trouve ça magnifique. Alors qu'ils n'avaient pas du tout la même vie. Non, ils n'avaient pas la même vie. Il y a des différences. Oui. Ils n'avaient pas la même gueule non plus, d'ailleurs. Ils n'avaient pas la même vie, ils n'avaient pas la même gueule, ils n'avaient pas les mêmes goûts. Ils étaient très différents sur tous les domaines empiriques de l'existence. Sur les sujets fondamentaux, ils ne formaient qu'un esprit. Et il faisait partie des 5,4 millions de Français qui n'étaient donc toujours pas vaccinés. Qui sont-ils, ces non-vaccinés? C'est la question qu'on se pose beaucoup. On va partir au Canada. Canada a retrouvé Justin Trudeau qui s'est exprimé sur la question aujourd'hui. Le Premier ministre canadien qui les critique très durement, ces non-vaccinés. Écoutez ce qu'il dit. Oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. On en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination, qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou c'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer? Raphaël Antoven, le regard du philosophe, on a vu à quel point depuis le début de l'émission, il y a ces deux regards chez les non-vaccinés, ceux qui disent ils sont coupables, ceux qui parfois les insultent. Vous avez employé le mot de con parfois, vous l'avez assumé, vous direz pourquoi. Et ceux qui disent attendez, c'est liberté totale, on a une liberté complète, on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Quelle pesée est-ce que vous faites? Ça n'est pas de la liberté. La revendication de liberté, de ne pas se faire vacciner ou non de la liberté, c'est pas de la liberté, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est la liberté du plus fort, du moins contaminé, ou du plus contaminant, peu importe. C'est pas de la liberté. Défendre les mesures sanitaires, ce n'est pas défendre des restrictions de liberté, c'est défendre des conditions de liberté en période de pandémie. Et je suis pour le coup ravi d'entendre Justine Trudeau, que j'ai connue moins ferme sur d'autres sujets essentiels, en particulier l'islamisme. Mais ça, c'est une autre histoire, encore une fois. Mais je l'ai connue moins
moins ferme, plus fautivement libérale, je trouve, que en la circonstance. Et là, il faut s'en réjouir. Voilà. Comment on va aller les chercher, ces 10% encore non vaccinés en France? Jean Castex lui disait, voilà, il faut amplifier les démarches d'aller vers, c'est-à-dire vraiment aller les chercher. Ça fait 2 ans qu'il nous dit la même chose. C'est-à-dire qu'on s'en est même d'ailleurs les médias. Qui peut dire qui sont les non-vaccinés? On dit, oui, ce sont des gens qui sont perdus au fin fond de la campagne, qui sont vieux, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on n'en sait rien du tout. Vous dites non. C'est faux. C'est faux. Il y a aussi une part, probablement là-dedans, de gens qui sont idéologiquement anti-vaccins, ça c'est sûr, mais ça on les connaît, ça a toujours existé, et on peut en parler à Kouchner et Douste-Blazy, ils en savent quelque chose avec le vaccin d'hépatite B. Je vous rappelle qu'ils ont été obligés de retirer, sous la pression du lobby des anti-vaccins au tournant des années 90. Et puis il y a sans doute, parce que pour avoir 5 600 000 personnes, ça va bien au-delà du papy qui est isolé, qui n'a pas de voiture, au fin fond de la Corrèze. Donc il y a quelque chose, il y a nécessairement, et personne n'a cherché à étudier ce sujet, et les pouvoirs publics ne se sont pas démultipliés pour aller vers eux, en tous les cas, ça c'est sûr. Restez avec nous. Merci à Raphaël Enthoven. Hommage, mémoire d'Igor et de Grishka Bogdanov, vos amis de beaucoup de gens et beaucoup d'admiration qui les entouraient, et mémoire de ce qu'ils ont apporté. Merci beaucoup. On va parler dans un instant de cette pression sur les non-vaccinés, pas seulement théorique, pas seulement par la conviction, mais aussi par la contrainte. C'est le pass vaccinal qui va exercer sur eux une forme d'obligation, et ça fait réagir beaucoup, notamment à l'Assemblée nationale, avec des discours enflammés. Mais d'abord, il est 23h, les informations. Et c'est donc l'une des informations de la soirée. Igor Bogdanov est mort à l'âge de 72 ans. Il est décédé moins d'une semaine après son frère Grishka. Ils étaient tous les deux hospitalisés depuis la mi-décembre après avoir attrapé le Covid. Ils ne souhaitaient pas se faire vacciner. Les jumeaux stars étaient connus pour leur émission de science-fiction Temps X sur TF1 dans les années 80. On fait le point avec Nathalie Pellerin. Indissociables dans la vie, comme à l'écran. Igor, à gauche, et Grishka, à droite, ont été hospitalisés au même moment, mi-décembre. Tous deux atteints du Covid, ils refusaient la vaccination. En tout cas, ça fait partie des conséquences qu'il peut y avoir si on ne se protège pas vis-à-vis de ça. Et voilà, malheureusement, c'est un exemple. C'est dommage, justement, vu que ça aurait pu être prévenu par le vaccin, c'est dommage de voir un artiste décédé à cause de ça. D'après un proche, les jumeaux estimaient qu'ils étaient en bonne santé et capables de résister au virus. Un paradoxe pour ceux qui ont vulgarisé pendant des années les découvertes scientifiques dans l'émission Temps X sur TF1. Pour se défendre, ils ont une épée, mais cette épée est magique. Leurs ouvrages scientifiques ont suscité de nombreuses controverses. Les deux frères rejoignent les étoiles à 6 jours d'intervalle. Et le nombre de contaminations en France est toujours important, plus 67 400 ces dernières 24 heures. C'est une hausse de 122% par rapport à lundi dernier. Pour autant, Olivier Véran le dit, la 5e vague de Covid pourrait être la dernière. On écoute le ministre de la Santé. Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague. Peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité, mais nous avons face à nous 2 adversaires, je le redis, pour bien comprendre le sens de ce projet de loi. Le variant Omicron, très contagieux, moins dangereux. Le variant Delta, contagieux, très dangereux. Et c'est face à ces 2 ennemis que nous devons faire bloc. Le gouvernement qui mise tout sur le pass vaccinal. Le projet de loi est discuté à l'Assemblée nationale en ce moment. Entrée en vigueur prévue le 15 janvier prochain. Au Canada, la pression sur les non-vaccinés va plus loin encore. Les Canadiens qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus bénéficier des indemnités chômage. Et toutes ces mesures anti-Covid suscitent parfois la colère. Et image d'une manifestation à Berlin ce soir, des dizaines de personnes qui défilent en silence et dans le calme dans un quartier de l'est de la ville. Ces manifestations contre la politique sanitaire allemande se multiplient ces dernières semaines. Également dans l'actualité, un deuxième procès se profile pour Jean-Marc Morandini. Il était déjà renvoyé en correctionnel pour corruption de mineurs. Il sera aussi jugé pour harcèlement sexuel dans le cadre d'un casting pour une web-série en 2015 et 2016. Et puis un chiffre aussi, ce lundi, Apple a franchi aujourd'hui le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est une première dans l'histoire boursière. La valeur du groupe a quasiment décuplé depuis le départ emblématique de Steve Jobs.
L'actualité politique du jour, c'est donc le débat qui est lancé sur le pass vaccinal, en somme le pass sanitaire, mais sans le recours possible au test. Donc c'est l'incitation très forte, la contrainte pour la vaccination. Débat extrêmement animé. On va voir vraiment de beaux morceaux de bravoure parlementaire. Deux stars du Parlement, c'est Olivier Véran et Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de les regarder tout de suite. Ils ont clairement montré qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes avis sur la façon de gérer la crise sanitaire. On commence par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui interpelle directement le ministre de la Santé. Et il le critique pour son manque d'anticipation dans cette crise. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes exaspérés par cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance, et cette manie de tout faire au dernier moment, dans la cohue et la précipitation. Il y a eu une deuxième vague, vous n'avez rien vu arriver. Il y a eu une troisième vague, vous n'avez rien vu arriver. Et quand la quatrième arrive, et que c'est celle de Micron, vous commencez par dire qu'on s'en est mieux sorti que tout le monde. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. Et Olivier Véran, bien sûr, s'est empressé de répondre. Et il le dit, c'est un peu ironique venant de quelqu'un qui a beaucoup changé d'avis, qui s'est trompé quelquefois. On l'écoute. Monsieur le député Mélenchon, j'ai le regret de vous dire que, par le passé, vous vous êtes tellement trompé qu'il est difficile aujourd'hui de vous prêter la même attention lorsque vous vous exprimez. Monsieur, un florilège, monsieur le Président. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre 3e dose de Pfizer, monsieur le député. Vous avez appelé tour à tour à utiliser pourquoi pas un vaccin russe ou pourquoi pas un vaccin chinois qui, s'ils existent, sont sans doute les 2 derniers vaccins à ne pas avoir déposé de demande transparente d'autorisation devant les instances sanitaires internationales. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. À moins que votre intention, monsieur le président Mélenchon, et celle de votre groupe ne soit pas une intention sanitaire, peut-être que vous visez là peut-être à attirer un peu l'attention d'une partie de la population contestataire qui ne veut pas du vaccin, qui ne veut pas du pass. Et peut-être les appelez-vous à vous rejoindre sous votre bannière. Monsieur le président Mélenchon, vous n'êtes pas le seul à brandir cette bannière. Il y a monsieur Dupont-Aignan, il y a madame Le Pen, il y a monsieur Philippot qui sont sur ce même créneau d'aller flatter ceux qui ont peur pour les instruire dans la peur, quitte à ce que le virus circule davantage. Et vous prétendez, pour terminer, être un jour président de la République. Eh bien, vous êtes en train de prendre exemple sur 2 bien mauvais présidents de la République, les seuls qui ont refusé toute mesure de restriction, toute mesure de gestion sanitaire depuis le début de la pandémie. Ils s'appellent monsieur Bolsonaro au Brésil et c'était monsieur Trump aux États-Unis. Voilà. 2 beaux morceaux de bravoure, franchement. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. Alors d'un mot chacun, allez, qui a été le meilleur là? Non, Véran a été exceptionnel parce que Jean-Luc Mélenchon, on sait que c'est un tribun. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas un tribun exceptionnel non plus. Il dit souvent des choses qui sont pas très puissantes. Mais je trouve que Véran, on découvre tribun. Il n'est pas tribun, Véran. Tribun, c'est un médecin qui fait bien son travail, sans doute de médecin, mais qui était un député, il ne faut pas l'oublier, c'était un député inconnu avant qu'il ne devienne ministre de la Santé. Et là, il a un art oratoire qu'on ne lui connaît pas, avec une faculté de réplique qui est cinglante. Parce que ce qu'il dit est beaucoup plus cinglant que ce que dit Mélenchon, qui est assez banal. Pour des réactions, Rachel Binas, qui a gagné? Je crains pour Mélenchon que ce ne soit M. Véran, même s'il y a quand même eu quelques comparaisons quelque peu excessives, mais aussi bien sur le fond que la forme. Véran a été brillant là, sur cette séquence. Mélenchon n'est jamais excessif. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le reprocher de l'autre côté. Mais ce qu'il dit quand même, Nicolas Doménac, derrière Olivier Véran, on n'oublie pas, il y a une campagne présidentielle derrière ce débat autour du pass vaccinal. On est à moins de 100 jours maintenant de la présidentielle. Clairement, ça joue aussi pour un Jean-Luc Mélenchon qui reste assez bas dans les sondages, triplement vacciné, mais qui le dit, c'est une mais je ne crois pas qu'il y gagne grand-chose. Je pense que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, n'y gagne grand-chose. Je pense que ce débat-là nous amuse, c'est piquant. Mais ça ne mord pas sur ce que je pense que ce qui préoccupe les Français, qui est l'école, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on a vraiment raison de mettre un masque dans la rue ou c'est idiot. Cependant, Nicolas, quand on entend l'argument, il n'est pas inintéressant d'Olivier Véran disant il y a une forme d'électoralisme, c'est vrai que 10% des Français, c'est pas négligeable dans une élection, plus de 5 millions de voix potentielles, un petit réservoir, alors ils vont peut-être s'éparpiller, mais est-ce que Mme Le Pen, quand elle parle de liberté, est-ce que Jean-Luc Mélenchon
ont un petit œil de ce côté-là. Oui, évidemment qu'ils ont un œil, mais vous savez, ils n'ont pas un discours qui est d'une franchise totale. Oui, c'est un, un peu comme avec les Gilets jaunes. Ouais. Ils ne savent pas trop sur comment aborder et appréhender cette population de non-vaccinés. Parce que les approuver complètement, ça peut être passible d'irresponsabilité. Oui, en général, ils disent « moi je suis vacciné, mais je n'appelle pas à la vaccination ». La preuve, c'est que Mélenchon, il est vacciné 3 fois, lui, et Mme Le Pen sans doute aussi, et Zemmour pareil. Donc, ils ont un discours ambigu, très ambigu, et moi ça me rappelle l'épisode des Gilets jaunes. Très juste, parce que ça n'avait profité à personne politiquement, et là vous n'avez pas le sentiment que ça prenne en quoi que ce soit. Regardez les sondages, je veux dire, les Français sont massivement pour des mesures toujours plus autoritaires. 90% des Français ont reçu un schéma vaccinal complet, donc effectivement ça reste une minorité. Puisqu'on évoque Marine Le Pen, on va l'écouter, elle sur le pass vaccinal, elle le dit, c'est une absurdité, on l'écoute. Nous savons maintenant depuis des semaines que l'on peut être doublement vacciné, voire triplement vacciné, attraper le Covid et transmettre le Covid. Donc la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal qui fait qu'on ne peut plus avoir une vie sociale normale si, notamment en démontrant qu'on n'est pas porteur du Covid, est à mon avis une véritable stupidité. Et je vais vous dire même mieux, c'est un danger. C'est ce que dit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi des médecins qui sont plutôt contre cette idée du pass vaccinal. C'est le cas de Martin Blachier, on l'écoute. Je pense que le pass, effectivement, n'est pas une bonne décision, puisqu'elle n'a pas permis d'éviter un certain collapsus de la société française à l'hiver 2021-2022. Alors que si on avait obligé la population la plus âgée, plutôt que de couper les allocations chômage, plutôt les allocations retraite pour la population fragile concernée, on n'aurait pas eu les services de réanimation bloqués, on n'aurait pas eu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec au même stade qu'on était l'année dernière. Il a changé d'avis, vous dites. Il me semble qu'il tenait une position il y a quelques mois totalement différente sur ce même sujet. Mais on a le droit de changer d'avis. L'avis quand même du médecin sur ce plateau, professeur Teboul, la stratégie du pass vaccinal, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est un danger, comme dit Marine Le Pen, ou c'est toujours la même chose, c'est contraindre ou convaincre. Donc, et là, en effet, c'est une mesure contraignante, le pass vaccinal. Clairement, ça pousse à se faire vacciner. C'est pas une obligation. Mais Emmanuel Macron disait c'est quasi une obligation, voilà. Quasi arrivé à l'obligation vaccinale. Voilà. Donc, quand on a essayé de convaincre absolument et que ça ne marche plus et qu'on sait, nous, qu'il y a un fort danger pour ces non-vaccinés, je ne dis pas les anti-vax, parce que pour moi, anti-vax, c'est un groupe de non-vaccinés. Il y a des non-vaccinés, certains sont anti-vax, d'autres sont un peu négligents ou bien qui ont suivi un petit peu des réseaux sans être forcément anti-vax. Et puis, il y a les personnes extrêmement difficiles à contacter et qui, elles, sont tellement séparées de la vie sociale qu'elles ont peu de chances quand même de se faire contaminer. Donc, ce que je veux dire, c'est que contraindre ou convaincre, on arrive à un moment où quasiment il faut rendre les choses presque obligatoires. Mais je pense que c'est une façon... Vous pensez quoi? Vous êtes pour le pass vaccinal? Tout à fait. Ouais. Je suis tout à fait pour le pass vaccinal. De toute façon, ça n'a pas beaucoup changé par rapport au sanitaire, puisque de toute façon, personne ne faisait de test pour aller prendre un café. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, quelle est la solution? Moi, j'ai envie toujours de poser à ces personnes qui sont contre le pass vaccinal, en particulier les politiques, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors, ça aurait été quoi forcément? Oui. Précisément, on a ici une représentante du Rassemblement national, Edwige Diaz, membre du bureau exécutif. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous partagez d'abord le point de vue de Jean-Luc Mélenchon qui dit le pass sanitaire a amené le chaos, il a été très loin là-dedans? Est-ce que c'est votre point de vue à vous aussi? Moi, surtout, je partage le point de vue de Marine Le Pen. Voilà. Vous savez, je voudrais recadrer les choses et rappeler qu'au Rassemblement national, nous avons toujours défendu la liberté vaccinale. Nous avons toujours été contre le pass sanitaire. Et donc, en toute logique, Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national voteront contre le pass vaccinal. Vous avez prononcé le mot de liberté. Ici même, Raphaël Antoven disait non, c'est de la fausse liberté parce que la liberté d'occuper, comme on le voit à Marseille, alors qu'il y a saturation en réanimation, la liberté de risquer d'occuper un lit et de prendre la place donc d'une autre personne dont la vie est en danger, c'est plus tout à fait de la liberté. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Non, nous disons que le pass vaccinal, il est d'une part liberticide parce qu'il crée de la fracturation sociale, il est une source d'angoisse pour les chefs d'entreprise, pour les salariés qui sont obligés d'être en télétravail et aussi pour les étudiants, et il est par ailleurs inutile parce qu'il empêche d'une part ni d'attraper la Covid, ni de la transmettre. Mais donc, cet nous argument, disons, excusez-moi, je vous coupe, mais cet argument, enfin, je veux dire, moi je le comprends pas. Les médecins ont toujours dit que le vaccin empêchait les formes graves et empêchait donc les hospitalisations sévères. Et c'est prouvé en réanimation, ça se voit dans les réanimations, c'est pas que de la théorie, ça devient maintenant de la pratique et des chiffres. Donc, nous disons oui à l'incitation vaccinale, mais pas à l'obligation vaccinale. Mais le problème, c'est que le vaccin doit être amené avec des mesures complémentaires. Vous voyez, moi, je m'étonne qu'Olivier Véran et que ce gouvernement n'ait pas décidé de réouvrir les 5700 lits qu'ils ont décidé de fermer pendant la crise. Je m'étonne aussi qu'ils refusent de réintégrer les 15 000 soignants qui ne sont pas vaccinés. Ils refusent aussi de réarmer... On est obligé de vous couper parce que ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Professeur Teboul peut en témoigner. Tous les gens en réanimation le disent. C'est pas vrai qu'on peut en quelques semaines ou en quelques mois ouvrir des milliers de lits de réanimation. En réalité, ça demande des années de formation. Sur ce point-là, en tout cas. Ça fait 2 ans que nous sommes en crise, donc ce côté aurait pu être anticipé. Et il y a d'autres choses que le gouvernement pourrait tout de suite faire en complément de l'incitation vaccinale. C'est par exemple doter financièrement et de manière suffisante les collectivités territoriales pour qu'elles investissent dans les purificateurs d'air ou dans les capteurs de CO2. Le gouvernement pourrait aussi décider de rétablir la gratuité des tests. Et puis surtout, il y a quand même un grand absent de ces débats, c'est la question du traitement. En 2 ans, on aurait pu décider d'investir massivement dans un traitement parce que vous voyez, là aujourd'hui, le gouvernement nous enferme et fait vivre l'enfer aux Français, nous enferme dans une société de contrôle. On en est réduit à pardon, mais quand on atteint 90%, Julie le disait, presque 90% de schéma vaccinal complet, vous croyez vraiment 90% ont l'impression de vivre un enfer, présenter son passe pour aller boire un café? Ça prend 3 secondes, oui. On ne peut pas vraiment dire. Vous pensez vraiment que tous ces gens pensent vivre un enfer? Et moi, je pense à tous ces parents d'élèves et à tous ces enseignants qui voient les conséquences dramatiques sur l'enseignement, l'éducation de leurs enfants. Vous voyez, donc oui, je pense que les Français vivent un enfer. Il suffit de regarder le nombre de burn-out, par exemple, chez les salariés. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais il y a quand même des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont vu leur entreprise fermer il y a quelques mois parce qu'on leur a dit qu'elles étaient non essentielles. Et aujourd'hui, on est toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc oui, je pense en effet que les Français vivent un enfer à cause de ce gouvernement. Justement, le gouvernement a évité la fermeture des écoles pour éviter les cas de dépression chez les élèves parce qu'effectivement, les fermetures et les cours à distance, ça a pu être compliqué pour certains. Avec une très grande désorganisation, vous me le concéderez, puisqu'on a reçu les protocoles et les consignes le dimanche soir pour une rentrée scolaire le lundi matin. Donc permettez-moi de dire que ce n'est pas de nature à rassurer et les enseignants et les parents d'élèves. Restez peut-être avec nous, un petit mot, faisons circuler la parole. Voilà, la position, ce fameux 8 mai dont vous parliez, on est là, hein, c'est-à-dire des réserves. Oui, alors on mélange un peu tout, et c'est un peu le but du jeu, c'est de noyer un peu le poisson. On parle d'activités essentielles et non essentielles. Ça n'existe plus, c'est plus du tout à l'ordre du jour, ça. Le commerce essentiel et le commerce non essentiel. Le but, c'est que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse être occupé et que tout le monde puisse sortir. Évidemment, je suis assez d'accord avec vous, professeur. On ne va pas nous raconter une histoire que le pass vaccinal est une contrainte insurmontable. C'est absolument pas une contrainte. Le seul sujet, c'est est-ce qu'on accepte de se faire vacciner ou pas. C'est tout. Après, de montrer... C'est un rapport aux libertés quand même qui s'exprime. Oui, bien sûr, mais est-ce que l'argument qui consiste à dire la liberté, c'est aussi celle des autres, et la liberté, c'est celle de se faire soigner quand on est gravement malade, et de ne pas occuper le lit d'un hôpital qui pourrait être affecté à quelqu'un qui a un besoin urgent quand on n'est pas vacciné et qu'on se laisse entraîner dans un Covid grave,
Ça me paraît être un argument. Mais après, la responsabilité de la maladie, si on l'étend comme ça, on pourrait à la rigueur la poser aux gens qui fument, aux gens obèses. C'est-à-dire jusqu'où elle s'arrête. Mais c'est un débat, passionnant. Mais c'est aussi la proportionnalité. Le goulet là, de la réanimation, c'est rarissime dans l'histoire médicale des nations. Et ça, c'est à l'échelle planétaire qu'il y ait comme ça un goulet d'étranglement aux réanimations de tous les pays. Là, on se bat pour la vie, c'est très spécial. Tout à fait. Mais les opposants au pass vaccinal vous répondront que si justement l'enjeu c'est d'éviter notamment la contamination, puisque c'est de ça qu'il s'agit, eh bien avec un test, autant on peut être vacciné, attention je ne suis pas du tout, je suis moi-même vacciné pour tout vous dire, on peut être vacciné et pourtant transmettre. Or quand on se présente quelque part et qu'on peut prouver qu'on a fait un test et qu'on est sain, eh bien on répond aussi justement à cette crainte-là. En fait la question c'est tout simplement la proportionnalité de ces restrictions, de ces atteintes aux libertés qui peuvent se justifier, mais la proportionnalité par rapport au risque encouru. Alors justement, là-dessus, est-ce que... Alors on mise tout sur le vaccin, nous, en France. Aux Pays-Bas, il y a encore un confinement qui est en cours. Est-ce qu'il aurait fallu, selon vous, aller encore plus loin que cette obligation vaccinale déguisée? Le problème de l'acceptabilité de la population. Donc là, c'est toujours pareil. Il faut peser le pour et le contre. Et les mesures qui ont été prises, justement, sont là pour essayer de peser le pour et le contre et de faire en même temps. C'est-à-dire ne pas... essayer de réduire la contamination et surtout de protéger, encore une fois, protéger les personnes non vaccinées en les vaccinant, en leur proposant la vaccination et en faisant de la conviction et de la pédagogie. Parce que la question que j'aurais posée à cette dame, qui pour certains aspects... Posez-la lui, elle est toujours avec nous, Madame Diaz. Voilà le médecin vous pose une question. Pour certains aspects, il y a des choses vraies dans ce qu'elle dit, puisque en effet, il faut une politique plus ambitieuse sur la santé. Vous pouvez la regarder, professeur. Allez-y, posez votre question et prenez pas tellement de précautions. La question, c'est comment, puisque vous êtes... Madame Diaz est tout à fait taille à vous répondre. Vous êtes pour l'incitation vaccinale, vous l'avez dit. Vous étiez pour l'incitation vaccinale. Comment inciter les non-vaccinés? Voilà ma question, tout simplement. Comment inciter les vaccinés? Ne parlez pas des capteurs de CO2, etc., parce que ça ne va pas les inciter. Donc, quelle est la façon d'inciter les non-vaccinés pour que, ils se protègent eux-mêmes, et deux, on puisse avoir un hôpital qui puisse accueillir... Madame Diaz. Oui, moi je pense que le meilleur moyen de rétablir la confiance, c'est d'arrêter de mentir aux Français. Le problème, c'est qu'on a depuis 2 ans un ministre de la Santé qui nous indique tout et l'inverse de tout en un laps de temps très réduit, si bien que les gens n'ont plus confiance. Et en plus, ils veulent passer en force. Vous savez, Marine Le Pen, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, elle a proposé au gouvernement l'amendement suivant. Elle a dit, bon, écoutez, tout ce que vous voulez nous imposer par la force, admettons, elle est contre évidemment, mais elle a posé une question très pertinente. Elle a dit, mais pourquoi vous voulez nous imposer tout ça jusqu'au 31 juillet ? Pourquoi vous ne nous imposez pas tout ça jusqu'au 31 janvier? Et au 31 janvier, on fait un point d'étape, on voit où est-ce qu'on en est avec ce variant Omicron plus ou moins contagieux, plus ou moins grave, et on fait le point pour peut-être desserrer les taux. Parce que, mais Madame Diaz, pardon, vous n'avez pas répondu au professeur Teboul, il vous pose une question très précise. Comment convaincre les non-vaccinés de se faire absolument vacciner, si c'est un but pour vous, ou bien est-ce que vous pensez qu'au fond, il faut les laisser dans la liberté totale? Non, je pense qu'il faut, je vous dis, les personnes qui souhaitent se faire vacciner, je pense qu'il faut qu'elles puissent le faire. Oui, aujourd'hui, c'est extrêmement long. Oui, mais aujourd'hui, c'est les non-vaccinés, vous voulez les convaincre ou pas? Je pense qu'on peut leur laisser la liberté, mais il sera d'autant plus facile de les convaincre à partir du moment où on aura rétabli la confiance et où on aura arrêté la brutalité. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas entendre, mais pourtant, c'est vraiment la clé. Je pense que vous devez l'entendre de la part de vos auditeurs quand vous faites les reportages sur le terrain. Il y a des gens qui vous disent, le problème, c'est qu'on a un Olivier Véran qui nous ment depuis des années sur tout et plusieurs membres du gouvernement. Alors, donc, là-dessus, alors effectivement, on n'a pas compris exactement comment inciter à aller se faire vacciner. En revanche, la question de la confiance brisée, ça c'est une vraie question. C'est la limite de la confiance, bien sûr. Mais en fait, dans le monde, actuellement, vous avez en pratique 2 méthodes. La méthode qui est la méthode occidentale, qui est plus ou moins poussée avec des restrictions plus ou moins avancées, et l'autre méthode qui est quand même gravement en échec. On n'en parle jamais, mais le virus, il vient de là-bas quand même. C'est ce qui se passe en Chine, où là, en Chine, on vient de fermer une ville de 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants, l'équivalent de Paris, parce qu'il y a quelques cas ici ou là dans la ville. Et la méthode chinoise, depuis 2 ans,
où évidemment tous les chiffres qui nous ont été présentés et qui ont été publiés sont falsifiés. Dieu sait si on a bidonné. On a montré en exemple la Chine, qui est une dictature épouvantable. On a dit, regardez, c'est magnifique, ils construisent des hôpitaux en masse. Alors eux, ils sont avec une autre technique qui consiste à enfermer tout le monde dès qu'il y a un moindre pépin, et ça ne marche pas depuis 2 ans. Et je vous rappelle quand même que dans quelques semaines, dans quelques mois, ils accueillent les Jeux Olympiques. Donc ça va être quand même un sujet important. C'est ce qui est dommage dans ce discours du chaos total qu'on vivrait, dire quasiment au fond du fascisme sous lequel on serait, c'est que du coup on évacue un certain nombre de questions qui sont pourtant qui méritent d'être posées. La gratuité des tests, par exemple, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi alors que dans certains pays on y a recours et que c'est vraiment nécessaire, mettre l'impact sur un certain nombre de traitements de manière plus offensive. C'est aussi des vraies questions, mais comme en même temps elle nous décrit une situation complètement folle et tellement en opposition avec ce que vivent les gens, parce que ce qui est frappant quand même, c'est à quel point les gens font preuve de civisme d'une manière générale. Il n'y a que la question du masque dans les rues. Là, ils ont compris que ça servait à rien, donc on peut toujours dire qu'il faut les mettre. Ils ne les mettent pas. Mais à part ça, c'est extraordinaire. Ça sert à rien. C'est un petit réflexe parce que moi j'ai tendance, on le met comme ça et puis on se rappelle un peu plus qu'on l'a que si on l'a mis dans la poche. Franchement. Oui. Ça c'est une vraie question quand même. C'est vrai qu'on est tous obligés, enfin quasiment tous, en tout cas à Paris et dans d'autres régions, obligés de le reporter à l'extérieur. On est un peu surpris parce qu'on a entendu beaucoup de médecins dire qu'en extérieur ça n'avait aucune utilité. D'abord, toutes les études qui avaient été faites l'ont été faites avec d'autres variants en termes de filtres. Donc déjà, c'est difficile d'extrapoler parce qu'on le dit plus contagieux, donc forcément, il passera d'une personne à l'autre plus facilement, même à l'extérieur. Maintenant, il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'en effet, c'est plus une méthode symbolique, comme vous l'avez dit, pour disons, faire rappeler à tout le monde que c'est un problème important et qu'il est urgent de mettre le masque surtout à l'intérieur, ou bien lorsqu'il y a une densité très forte à l'extérieur. Voilà. Maintenant, et pardon, si on est puriste, je suis suisse, je vous rappelle quand même que l'homme du gel hydroalcoolique, le suisse Didier Pittet le dit, on devrait se laver les mains à chaque fois qu'on enlève et qu'on remet son masque, ce que personne ne fait. Donc en réalité, oui, garder le masque pendant 2 heures plutôt que de le mettre, le renlever, etc., c'est de bonne politique, théoriquement. C'est en théorie une bonne politique. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gens le respectent totalement, et on peut le comprendre. Maintenant, quand il y a de la densité, il faut effectivement faire très attention avec ce virus. Le pass vaccinal, est-ce que c'est en train, au fond? On avait dit avant le pass sanitaire, vous allez voir, ça va être tellement compliqué, etc. Ça s'est très bien passé. Est-ce qu'on vit ce même scénario avec le pass vaccinal? Je pense qu'on est en train de le vivre. Il y a de la posture politique, on l'a vu c'est de bonne guerre. Débat. C'est assez de bonne guerre. Ça va continuer d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ce texte qui est adopté à l'Assemblée nationale va passer au Sénat, que le Sénat, il y a une opposition, avec une droite d'ailleurs qui est très intéressante, parce qu'une droite qui est divisée, qui n'est pas du tout unanime. Elle n'est pas d'accord avec vous, Rachel Binas, vous allez voir. Non, mais ce que je veux dire par là, et je ne crois pas que si vous voulez ça... Alors, vous savez, quand il y a eu le pass à l'époque sanitaire, on nous avait dit, mais on ne va pas transformer les restaurateurs en flics, ils ne veulent pas se faire ce boulot-là et tout. Il disait ça va durer... Ça avait fait pchit. Ça va être exactement la même chose, à mon avis. Alors, non, je fais partie des gens qui sont un peu plus sceptiques, disons. Et je ne doute pas qu'en effet, les Français cèdent à l'appel de ce pass vaccinal. Mais je n'y trouve rien de sain pour autant. C'est-à-dire qu'on a tendance à... Quand je dis on, je parle de l'ensemble d'une population, quelle qu'elle soit, à s'habituer un petit peu trop aux pertes de liberté, des pertes de liberté qui arrivent soi-disant dans des moments de crise. Or, aujourd'hui, le temps de crise, comme disait Révo Dallon, est perpétuel. On est en état de crise perpétuellement, ce qui fait que ça ne veut rien dire. Et on oublie, à la sortie, quand cette sortie arrive enfin, à retrouver ses libertés. Et là, il va falloir quand même se poser la question de l'acceptation déjà de ce virus qui circule, de notre prise de décision qui ne peut pas reposer uniquement sur les médecins, mais il faut également des juristes, il faut aussi des gens, des experts en éthique. Quand on regarde la composition du conseil scientifique, il y a peut-être une amélioration à faire là-dessus. Un dernier mot rapidement. Oui, rapidement, parce que ce qui est intéressant, Foucault et du biopouvoir, mais attention. On était parti dans une société de plus en plus, je dirais, individualiste. Et là, peut-être qu'à la lumière, alors attendez, on peut rêver, que le projet collectif, et je ne dis pas que c'est un projet exaltant, mais de se sortir de là collectivement, fait que, d'une certaine façon, on accepte d'avoir un réflexe
national, tous Mais c'est un ensemble, levier patriotique. Mais c'est assez sain, parce que ce sont des notions qui sont assez rares. Mais c'est un levier individualiste qui a été longtemps. actionné. Ce n'est pas un levier collectif, c'est celui de la consommation. Et c'est en effet de par la consommation que nous qui pour y accéder devait passer justement par le pass sanitaire et demain le pass vaccinal, que beaucoup se sont mobilisés. Mais c'est pas forcément pour une espèce d'intérêt général. Il existe aussi. Mais le levier qui a été actionné, c'est celui de l'individualisme et de la consommation qui a fonctionné. Rachel Binas, voyons en politique, on est quand même en campagne électorale, J-, combien on a passé les 100 jours, moins de 100, 97. On doit être à 95 demain. 15, parfait, vous êtes notre métronome. Évidemment, tout le monde scrute la situation. Est-ce que tout ça va profiter plutôt à l'un, plutôt à l'autre? Les cotes, les décotes, on commence à avoir quelques signaux. Un sondage important, notamment Emmanuel Macron, le capitaine dans la tempête, est-ce que ça va lui profiter? Est-ce qu'on a de premiers indices? Il joue gros, Emmanuel Macron, avec cette crise sanitaire notamment. Alors, quel est l'impact? Dernier sondage OpinionWay paru aujourd'hui. Regardez. Alors, il est toujours loin devant. Emmanuel Macron à 26%. Il devance donc Marine Le Pen à 16%, qui est à égalité avec Valérie Pécresse en 16% toutes les deux, suivi d'Éric Zemmour à 13% et Jean-Luc Mélenchon à 9%. Nicolas Doménac, quel enseignement peut-on en tirer? Est-ce qu'Emmanuel Macron, là, s'en sort pas mal? On vous salue. Au revoir, professeur Teboul. Pardon, merci beaucoup d'être venu. Merci. À moins que vous vouliez parler politique. Il nous a confié qu'il a des opinions politiques avant, mais secret. Nous, on a le secret professionnel aussi journalistique. Voilà, comme le secret médical. Je compte sur vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Nicolas Doménac, ça montre quoi? Il résiste bien, Emmanuel Macron, là? Il résiste remarquablement bien. Aucun de ses prédécesseurs, je crois, quasiment, ne pouvait se féliciter d'une semblable cote de popularité. Le réflexe du rassemblement autour du chef de l'État joue, et puis au fond, il est jugé comme gouvernant de manière protectrice, autoritaire. De ce point de vue-là, ça ne gomme pas les erreurs du début. Je pense que si à la fin des fins, au fond, le résultat s'avérait catastrophique, on se souviendrait qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas le cas. Et cela étant, tout n'est pas joué. Vous voyez dans votre sondage quand même que... On va en parler dans un instant. Ça, évidemment, l'autre grande question, c'est 16 et 16 qui vient en dessous. Mais si on reste un instant, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a pas ce vieux paradoxe français à la fois très révolutionnaire et assez sensible à l'autorité? 12 juillet passé, Emmanuel Macron a dit « allez au pass sanitaire » et vous avez cette courbe incroyable des gens qui courent tout à fait à la vaccination. Mais souvenez-vous quand même que nous adorons, au fond, construire un roi... Et couper la tête, les deux. Pouvoir lui couper la tête, c'est lié intimement. Donc, est-ce qu'on voudra lui couper la tête à ce moment-là ou plus tard? Pour l'instant, c'est plutôt bon. On est loin c'est plutôt la construction. Ce que dit l'entourage d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, assez intéressant, après des mois et des mois de Covid, on sait comment vote un pays en colère, mais il est impossible de savoir comment vote un pays fatigué. Il y a beaucoup d'incertitudes après ces 2 ans de Covid, forte volatilité de l'électorat, forte abstention. Les Français sont toujours en colère et fatigués. Ça va ensemble. Première chose. Deuxième chose, à 95 ou 16 jours du scrutin, vous prenez tous les scrutins passés, ce qu'on avait comme, je dirais, analyse de l'opinion en intention de vote ne s'est jamais confirmé. Le général de Gaulle n'aurait jamais dû être en ballotage en 1965. Il l'a été. D'autres cas de figure, Balladur n'aurait jamais dû être battu. Il était très en tête en 1995. Il n'est même pas au 2e tour. Lionel Jospin devait être au 2e tour en 2002. Il n'y était pas. Donc, mais en revanche, des présidents en phase sortante si haut, ça c'est rarissime. Alors c'est rare parce que justement, il y a une chose très particulière, c'est que s'il se fait réélire, M. Macron, ça sera une première dans la Ve République, parce que tous les présidents réélus sortaient d'une cohabitation. Et lui ne sort pas d'une cohabitation. Il sort, encore jusqu'à preuve du contraire, avec une majorité qui lui est favorable. Donc ça sera effectivement un exploit. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient évidemment d'être dit, c'est-à-dire qu'il est dans une situation qui est assez exceptionnellement favorable pour on va dire, depuis qu'il y a le quinquennat, Sarkozy n'avait pas été comme ça, ni Hollande. Est-ce que la concurrence monte? Je dis, quand on regarde ce sondage, si on le regarde de près, on peut le reprendre quand même. Est-ce que Zemmour, pour dire la vérité, c'est le dernier point. Zemmour a semé la zizanie pour la 2e place. Alors, il a semé la zizanie et pour autant, il y a eu quand même des sondages où on le disait qualifié au second tour.
énorme baisse d'Éric Zemmour. C'est l'autre enseignement, Rachel. Alors oui, c'est une baisse, mais il se maintient quand même à un niveau qui est plus qu'honorable. Pour quelqu'un qui n'a pas de réelle machine partisane derrière lui, qui n'est même pas sûr d'avoir ses signatures si des partis ne l'aident pas. Donc c'est loin d'être un score honteux pour le moment. Il empêche Le Pen d'être dans une situation plus confortable. C'est ça. Ensuite, bien sûr. Est-ce que, pardon, Omicron, le dessert, c'est pas son sujet a priori. Lui, c'est l'identité, l'immigration, etc. Omicron, il n'a pas une position tellement spectaculaire là-dessus, tellement particulière. Tout à fait. Et puis en plus, s'il avait une position un peu plus affirmée, contestant notamment les mesures du gouvernement, il prendrait le risque, comme d'autres, de basculer dans une forme de marginalité. Parce qu'il voit quand même que l'essentiel des Français est plutôt favorable à ce genre de mesures. Et en fait, c'est plutôt Emmanuel Macron qui gagne parce qu'il bénéficie certainement de ce qu'on appelle l'effet rassemblement, c'est-à-dire qu'en période de crise, les Français ont tendance à faire bloc autour du chef d'État. Alors, que disent les sondages au second tour cette fois? On va regarder là encore où se situe Emmanuel Macron. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Première hypothèse, 58% pour Emmanuel Macron, 42% pour Marine Le Pen. Et vous allez le voir, l'écart se resserre lorsqu'il s'agit d'un duel. S'il s'agissait d'un duel Emmanuel Macron-Valérie Pécresse, 54, 46. Très clairement, c'est Valérie Pécresse là qui est sa principale rivale. Bien sûr que c'est Valérie Pécresse qui est sa principale rivale. Et d'ailleurs, elle peut dire merci, elle aussi, à Éric Zemmour. Parce que sans Éric Zemmour, elle serait loin derrière Marine Le Pen, en toute logique. Je peux me tromper, parce que ce n'est pas une certitude, mais en toute logique, normalement, Marine Le Pen serait au-dessus de 20% d'intention de vote. Et là, Madame Pécresse peut encore croire à un deuxième tour. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que depuis 3 semaines, je ne sais pas si Nicolas est d'accord, mais et Rachel, il y avait l'installation d'une idée selon laquelle eh bien, le deuxième tour, de plus en plus, se profilait entre Mme Pécresse et M. Macron. Et en fait, c'est loin d'être joué. C'est très, très loin d'être joué. Et finalement, ils sont 3 dans un mouchoir de poche. Parce que là, on est dans la marge d'erreur. On n'est pas parfait. Est-ce qu'il y a un effet plateau pour Valérie Pécresse? On a vu, par exemple, beaucoup le disent, c'est pas j'espère que c'est pas l'effet Hamon. Parce que si c'est pour elle l'effet Hamon, il s'est retrouvé à 6%. Là, sa maîtrise oratoire, par exemple, elle est un peu moins bonne quand elle est devant une assemblée que dans une interview. Ça, je crois qu'il y a une sorte de consensus là-dessus. Est-ce qu'il y a là, je ne sais pas si c'est votre sentiment. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit effet plateau pour Valérie Pécresse? Elle est partie très fort à un moment donné. On a dit, voilà, elle est assurée ou à peu près d'être au second tour. Là, on voit qu'elle reste en concurrence avec Marine Le Pen. Elle n'a pas réussi à enclencher la vitesse supérieure ensuite parce que, au fond, elle doit jouer un rôle qu'elle n'incarne pas vraiment, parce que nous avons en fait une primaire sauvage droite-extrême droite, qui va s'imposer entre Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et là, vous avez une ligne politique qu'il faut choisir, qui est celle d'Éric Ciotti, en principe pour Valérie Pécresse, mais qui ne lui correspond pas vraiment. Je veux dire, elle ne la porte pas, elle ne la transcende pas, cette ligne-là. Donc vous avez effectivement, je crois qu'il a raison, vous avez 3 personnalités. Et c'est pas joué parce que vous avez l'abstention qui va être essentielle. Je veux dire, les abstentionnistes chez Marine Le Pen, ça compte. Alors que Éric Zemmour, c'est quelque chose de ses classes supérieures, etc. Et Valérie Pécresse, on ne sait pas. Alors, on voit toujours ce sondage. L'autre enseignement, c'est bien sûr Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui arrivent à égalité, toutes les deux à 16%. On est avec Guilhem Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, justement. Merci beaucoup d'être avec nous. Coup dur pour Valérie Pécresse. On imagine votre camp de découvrir ce sondage. Elle décolle pas, finalement, pour l'instant, Valérie Pécresse. En tout cas, c'est la conclusion qu'on en tire en voyant ce sondage. Bonsoir à tous. J'étais venu sur votre plateau il y a quelques semaines pour commenter un sondage et Valérie Pécresse était testée à 9%. Aujourd'hui, elle est à 16%. Je crois que la dynamique est incontestable. Vous y convenez tous sur le plateau. Moi, je lisais un article du Figaro aujourd'hui qui montrait que les vainqueurs de janvier sont jamais devenus président de la République 4 mois plus tard. Alors, on parle beaucoup des sondages. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'on parle de la vie des Français. Emmanuel Macron a été élu, au fond, en étant décrit comme le grand réformateur dont la France avait besoin. Les résultats, ils sont sans équivoque. On a le record européen de dépenses publiques, 56% du PIB, une dette qui a explosé beaucoup plus rapidement d'ailleurs que nos voisins européens, 2800 milliards d'euros de dette, c'est 45 000 euros par personne. Joli cadeau pour ma génération. Mais est-ce que Marine Le Pen est une menace pour Valérie Pécresse? Pour l'instant, on ne sait pas tellement qui se qualifiera au second tour.
Écoutez, nous, on ne regarde pas les sondages, en réalité. Ça peut faire... On a du mal à vous C'est croire. pas bien de mentir comme ça à 23h37, Guillaume Carillon. Je vous assure, il est tard, on va se dire la vérité. Moi, je m'en fiche un peu des sondages. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité d'avril prochain. C'est qu'on gagne cette présidentielle pour redresser le pays. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation qui est dramatique pour notre pays. Guillaume Carillon, deux questions. Vous dites, vous parlez de fond. Deux questions de fond parce qu'elles sont très importantes de choix pour votre candidate. C'est sur le Covid et sur Éric Zemmour. On va les prendre l'une après l'autre. D'abord sur le Covid. Ici même, Yves Tréhard disait, au fond, la droite, elle fait mine de faire comme si elle ferait différemment, mais elle ferait à peu près pareil si elle était aux affaires. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, nous, on considère évidemment que la vaccination est la seule condition qui nous permettra de sortir de cette épidémie qui est dramatique et qui pourrit la vie des Français depuis 2 ans. En revanche, on considère qu'on ne serait pas arrivé à cette obligation vaccinale déguisée, en réalité, avec ce pass vaccinal. Vous feriez pareil ? On ne serait pas arrivé dans cette situation-là s'il n'y avait pas eu des incohérences depuis 2 ans. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 ans, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui d'ailleurs reçoit la Légion d'honneur il y a 3 jours, alors même qu'elle a bien marqué l'actualité Covid par sa gestion dramatique, nous disait que le virus ne franchirait jamais les frontières de la Chine, ne franchirait jamais les frontières de Wuhan. Ensuite, elle nous a dit, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a dit exactement la même chose, que les masques étaient inutiles, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de masques. Donc, on nous a baladés pendant des mois et des mois, et évidemment, ça a abîmé la confiance que les Français peuvent porter envers l'action du gouvernement. Alors aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que les Français n'aient plus confiance. Moi, je les comprends complètement quand on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas le droit d'aller au bistrot et de boire un café debout. Pardon, mais dans le même temps, il y a une rave party qui s'est déroulée ce week-end et il y a plus de 1500 jeunes qui étaient collés pendant presque 2 jours. Enfin, vous voyez bien, la situation est hallucinante et c'est ça qui produit cette colère chez les Français. On voulait aussi vous faire réagir, c'est ce que disait Darius, à Éric Zemmour, puisqu'on a l'impression que là-dessus, le clan des Républicains n'est pas tout à fait unanime, ou en tout cas, il n'y a pas de consensus. Je voulais qu'on écoute Éric Ciotti ce week-end sur LCI. On lui a reposé cette fameuse question qui a fait beaucoup de débats dans votre camp. Il voterait pour qui si au second tour il y avait Emmanuel Macron face à Éric Zemmour ? Écoutez sa réponse. Ma certitude, c'est que seule Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron et je mobiliserai de toutes mes forces pour ça. Non mais Macron-Zemmour, vous nous dites toujours vous voteriez Zemmour. Je ne suis pas un homme qui change aussi. Donc vous diriez. Je ne suis pas un homme qui varie au gré du vent ou des circonstances. D'où notre question sur la possibilité que vous soyez son Premier ministre s'il était élu. Mais je ne crois pas, je le redis avec force, cette hypothèse me paraît totalement improbable. Guillaume Carillon, vous êtes toujours avec nous. Comment vous réagissez ? Est-ce que ça brouille pas un petit peu le message des Républicains ? Est-ce que ça fait pas un peu du mal à la droite, là, ce genre de propos ? Écoutez, aux électeurs de droite qui sont tentés par le vote Éric Zemmour, moi je leur dis que le vote utile, c'est Valérie Pécresse. La dernière fois où Éric Zemmour a été testé au second tour de l'élection présidentielle, c'était un sondage Harris il y a quelques jours, et il était à 32% des intentions de vote face à Emmanuel Macron. Donc oui, ces électeurs de droite qui sont intéressés, qui sont tentés par la candidature d'Éric Zemmour, je leur dis que Éric Zemmour, d'ailleurs comme Marine Le Pen, sont les meilleures assurances-vie de la réélection d'Emmanuel Macron. Alors s'ils veulent battre... Mais pardon, Guillaume Carillon, est-ce que là vous n'avez pas franchi quand même un seuil ? Jacques Chirac, s'il vous entend, se retournerait dans sa tombe. C'est lui qui disait on ne pactise pas avec l'extrême droite. Si à son époque, un membre du RPR avait dit ah oui, moi je voterais pour Jean-Marie Le Pen, vous savez très bien que ce ne serait pas la réaction. Là, vous avez changé. Est-ce que c'est une erreur ? Non, mais moi, je ne vous parle pas de pactiser avec l'extrême droite. Moi, je parle juste du fait qu'il y a 35% des Français qui votent aujourd'hui à la droite des Républicains, soit pour Marine Le Pen, soit pour Nicolas Dupont-Aignan, soit pour Éric Zemmour. Alors, il faut comprendre ces électeurs qui, aujourd'hui, sont troublés, qui estiment que la droite n'a pas été assez forte quand elle était au pouvoir. Est-ce que c'est dire aussi que vous ne pouvez pas vous fâcher avec eux ? Franchement, c'est aussi ça le problème, non ? C'est des gens, il y a beaucoup d'électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour et qui pensent comme Valérie Pécresse. Alors moi j'ai envie de leur dire que Éric Zemmour n'est pas le bon cheval pour battre Emmanuel Macron, et puis en plus Éric Zemmour honnêtement porte un projet qui fracture encore plus la société. Quand il nous dit tous les musulmans considèrent les djihadistes comme de bons musulmans, pardon, mais il pousse les musulmans vers une dérive radicale. Moi j'incite les musulmans à s'assimiler aux valeurs françaises, à faire de la culture française leur culture. Je pense que c'est ce ciment national, cet universalisme qu'il faut prôner plutôt qu'un discours
qui incite à la fracturation de la société encore plus qu'à fracturer le pays Emmanuel Macron pendant 5 ans. Merci beaucoup, Guillaume Carayon. Frédéric Delpech Merci à vous. nous a rejoint. Un mot, parce que souvent vous avez des petites informations sur les coulisses. On sait qu'elle inaugure un nouveau QG demain, Valérie Pécresse. 1500 mètres carrés, c'est ça, dans le 17e. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Vous les avez donnés, oui, effectivement. Hein. un nouveau QG demain, oui. C'est alors Valérie Pécresse, on parlait du sondage, là, il y a un instant, où effectivement la dynamique du début du mois de décembre ne semble pas se confirmer ces derniers jours. Valérie Pécresse, elle est vraiment sur tous les fronts, et inauguration d'un QG, et puis multiplication de déplacements, les médias, etc. Elle est très présente, Valérie Pécresse. Écoutons-la, écoutons les vœux de Valérie Pécresse, parce qu'il y a eu les vœux d'Emmanuel Macron, ils ont un peu éclipsé évidemment tous les autres, mais on va entendre aussi les vœux de Madame Taubira, et chacune dans son genre oratoire. On parlait de l'art oratoire, alors là on est vraiment on a tout le panorama. L'art oratoire de Valérie Pécresse, un petit extrait. Je ne me résous pas à cette abstention massive qui est un divorce avec la démocratie. Je ne me résous pas non plus à cette fuite vers les extrêmes. Et puis, je me dresse. Je me dresse face à l'immobilisme du pouvoir en place. Une autre politique existe. Yves Stréa, la technique, au dehors des idées, là, simplement, parce que ça compte évidemment dans une élection présidentielle. Bien sûr. Ça compte beaucoup. Il y a des... Vous savez, la dynamique, elle il se moque de vous. Regardez comme il est méchant. Comme un flottement. Non, pas du tout. C'est difficile à dire. Non, je vais vous dire, par exemple, vous avez un c'est exemple... le lectorat, c'est comme le lectorat du frère. Alors, vous avez un exemple particulier et qui est tout à fait parlant. François Hollande, qui n'était pas du tout un orateur, pendant la campagne présidentielle, où il a eu une dynamique terrible, je vous rappelle qu'il part de 3%, c'était monsieur 3%, hein. Phrase d'ailleurs plus ou moins apocryphe, parce que il s'est révélé être un orateur incroyable. Pareil pour Éric Zemmour, alors il n'y a eu qu'un exemple, hein, c'est au mois de décembre, tout le monde, beaucoup doutaient de ses capacités oratoires, c'était plutôt un débatteur de plateau, et finalement, ça s'est révélé être un bon orateur. Et vous n'avez pas en France un président de la République qui n'ait pas été un bon orateur. Alors souvent, la fonction ou l'envie d'occuper la fonction fait l'art oratoire. Et donc là, ça va poser problème, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais je veux dire, elle est au début de sa carrière. Elle est au début de sa carrière de candidate. Pas tout à fait, dit Frédéric. Si, quand même. Attendez, ça fait un mois qu'elle est choisie. Carrière de candidate. En plus, elle vient de loin, parce qu'elle n'a jamais été bonne. Ouais. Jamais, et on peut le dire franchement. Elle a été plutôt assez bonne dans les débats, elle l'a prouvé d'ailleurs dans la primaire de sa famille politique. Elle a encore des progrès énormes à faire. Je vous rappelle quand même que le premier meeting de M. Macron au mois de décembre 2016 avait fait couler beaucoup d'encre. Nicolas Domenech, parce qu'il s'est moqué de vous, mais alors qu'il y aille aussi, alors. Non, mais comment a-on pu laisser passer ça? Moi, c'est la question que je me pose. C'est mal éclairé, c'est enregistré, oui, c'est pas vivant. C'est une faute politique, je veux dire, d'avoir laissé ça. Je veux dire, tu ne peux pas faire des vœux comme ça d'une candidate qui était en principe en dynamique. Je veux dire, là, c'est sinistre. Un dernier mot quand même sur l'état de la gauche aussi, parce qu'on a analysé un petit peu ce sondage. Voilà ce que dit Manuel Valls dans Le Parisien aujourd'hui. Mon message s'adresse à tous, mais surtout à ceux qui ont une chance de l'emporter, puisque la gauche est désespérément morte aujourd'hui. Oui. Même constat. C'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. Il enterre, il jette une poignée de terre régulièrement sur le cercueil. Mais est-ce que là-dessus, il n'a pas un peu raison? Est-ce que vous êtes fataliste comme lui, Rachel Binas? Non, pas du tout. Et puis, de la gauche. Parce qu'elle est éparpillée, là, totalement, oui, c'est une chose. La gauche. Mais quand il dit la gauche est désespérément morte, ça allait peut-être un peu vite en besogne, ne serait-ce que parce qu'il reste quand même des électeurs. C'est-à-dire qu'il y a un peuple de gauche. Alors, il a beau être orphelin, on n'est pas à l'abri non plus qu'au fil des mois, des années, des choses se révèlent. C'est un petit peu dommage comme ça d'abandonner le navire en pleine tempête. Taubira doit révéler ses intentions là, à la mi-janvier. Ça ne fait pas trop de doute. A priori, elle va y aller. Est-ce que ça peut changer la chose? Il n'y a pas de souffle. Il n'y a aucun souffle autour d'elle. Apporter une dynamique, les autres candidats... Non, parce que le problème de Mme Taubira, c'est que c'est une gauche morale. Et c'est tout ce qui, d'ailleurs, a tué la gauche. Parce que la gauche, ce qu'elle veut, c'est... Non, mais une partie du problème de la droite est le même. Ils ont perdu le peuple. Et si le peuple est allé chez Zemmour et Mme Le Pen, c'est ce peuple-là après lequel court Mme... Regardons ces vœux. Est-ce que ça illustre ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ça plaît beaucoup à une certaine catégorie de population? Qu'est-ce qu'il en est?
Ses vœux, les vœux de Mme Taubira. Les vœux de Mme Taubira, on ne les a pas. Alors, je vais continuer alors du coup. Je vais faire les vœux en même temps. Elle participe, elle a toujours participé de cette gauche morale qui occupe d'ailleurs la scène de la gauche depuis des années et des années. Et ce qui a fait la gauche et le succès de la gauche jusqu'à présent, ce qui a fait aussi la gauche, justement la gauche populaire. Des incarnations. Et Christiane Taubira, quand même, elle peut une incarnation qui ne fait pas 10%. Donc. Alors, on va voir si on trouve les vœux, mais elle peut avoir une forme les d'incarnation quand même. Allez, peut-être qu'on va les retrouver, les vœux. En attendant, effectivement, le rendez-vous que tout le monde attend, les indiscrets insomniaques avec Frédéric Delpech. On l'a vu, hein, la vague Omicron vient semer un peu le trouble dans cette rentrée politique. Qu'est-ce que ça va changer pour les meetings? On sait que certains ont déjà été déplacés, notamment celui de Marine Le Pen, Frédéric. Oui, alors d'abord, cette vague Omicron, elle touche toute la rentrée politique. Par exemple, aujourd'hui, ouverture de l'Assemblée nationale, les débats reprennent. On apprend quoi? Que Richard Ferrand, par un communiqué de la présidence de l'Assemblée, Richard Ferrand est touché par le Covid. Il doit s'isoler et céder sa place de président au vice-président David Habib. Et puis, aujourd'hui aussi, Marine Le Pen, elle annonce elle renonce, en tout cas, elle déplace son meeting qui était prévu le 15 janvier à Reims, son grand meeting de rentrée. Il est déplacé au 5 février. À la place, elle fera une déclaration solennelle dans un lieu symbolique. Voilà, nous dit-on. Que faire des meetings? C'est bien la question qui taraude tous les candidats. Est-ce qu'ils doivent prendre des mesures nouvelles, supplémentaires? Parce qu'on le sait, constitutionnellement, les réunions politiques sont préservées du pass sanitaire et des différentes contraintes. Fabien Roussel, qui était interrogé sur le sujet, le candidat communiste, lui, déjà, il veut prendre quelques mesures. Donc nous devons créer toutes les conditions d'avoir les meetings les plus sécurisés. C'est pour cela que nous demanderons, nous, la présentation d'un schéma vaccinal ou la présentation d'un test antigénique. Nous donnerons à chaque participant un masque FFP2. Et ensuite, nous créerons les conditions dans la salle pour qu'il y ait 1 mètre de distance entre chaque participant qui seront assis. Il n'y aura pas de buvette, il n'y aura pas de popcorn. On sera là pour écouter un discours, la présentation d'un programme. Et donc, ce sera complètement sécurisé. Et la jauge... Nous pensons, nous, que, d'ailleurs, même pour les manifestations sportives comme pour les concerts, ce qui est important, c'est pas de dire que c'est 2000 en intérieur ou 5000 en extérieur. Ce qui est important, c'est l'espace. Et donc, il faut établir des jauges proportionnelles à l'espace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de circulation de virus. Voilà, c'est assez compliqué. On voit, c'est déjà toute une usine à gaz qui se met en place. Yannick Jadot, lui, son entourage explique que les rassemblements seront plus petits, si possible en extérieur. Alors Valérie Pécresse, elle veut être exemplaire, entre guillemets, avec l'instauration d'une jauge et d'un pass sanitaire. Et d'ailleurs, il y a un député LR, républicain, Guillaume Larrivé, qui met un amendement dans le texte examiné en ce moment à l'Assemblée pour donner la possibilité, justement, d'organiser des réunions publiques avec un test, un pass vaccinal et définir un nombre maximal, dit-il, de personnes autorisées, c'est-à-dire une jauge. Voilà, donc il n'y a que finalement Le Pen, Mélenchon et Zemmour qui, eux, refusent catégoriquement les jauges et les passes sanitaires à l'entrée de leur meeting, simplement les gestes barrières. Gros casse-tête, ça c'est une vraie question. L'impact que ça peut avoir, ça chamboule les campagnes traditionnelles, pas de serrage de main, pas de porte-à-porte, des meetings déplacés. Avec la prise de risque, parce que s'il y a un cluster, par exemple, dans un de ces meetings, alors ça va être un scandale colossal. Alors c'est difficile de les identifier, finalement, les foyers de contamination, on n'y arrive pas toujours. Rappelez-vous, en mars 2020, par exemple, certains foyers évangéliques ont trouvé assez vite. C'était le plus sûr des fêtes de famille, etc. On repère, on peut très bien imaginer que ce soit le cas, et là, politiquement, ce sera dur à supporter. Il circule tellement que ça va être compliqué d'être sûr de l'origine. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ces positions-là font écho aux positions politiques et à l'électorat que veut draguer ces différents candidats. Entre ceux, justement, qui se font les partisans d'une opposition à l'espèce de consensus scientifique, et puis les autres qui se positionnent en responsable. Je crois que Roussel a été l'un des premiers, d'ailleurs, à insister notamment sur le port de masques FFP2. Vieille tradition, c'est très frappant. La gauche de l'ordre, la gauche communiste, alors elle est tout à fait pour la vaccination obligatoire, ou en tout cas très incitative, elle n'a aucun problème avec ça. Elle tombe pas dans la marginalité. C'est très juste, mais c'est un vrai problème parce que, au fond, moi je crois qu'il n'y a pas de campagne présidentielle sans moment de cristallisation, sans moment d'échange de corps à cœur avec les militants et au-delà, le peuple. C'est le candidat, la candidate
puise son énergie, une transcendance dans ce moment, dans cette rencontre-là. C'est pas seulement physique, c'est de l'ordre du spirituel aussi. Juste 2 exemples très rapidement. François Hollande, vous vous souvenez, ce grand meeting que tu évoquais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy à la porte de Versailles, eh bien Emmanuel Macron à la porte de Versailles aussi. Il y a eu un moment où ça fait ça, et il est porté ensuite, je veux dire. Et donc si on n'a pas ça, je veux dire, je ne sais pas ce qu'on aura, parce que c'est très important, les télévisions, ici, tout ça, mais... Il y a Surtout que ce sont des grands moments de télévision, généralement. Oui, en plus. Qui sont maîtrisés par les candidats eux-mêmes, parce que c'est eux qui fournissent les images. Bien sûr. Donc ce sont des grands moments de télévision. On dit, ces meetings, ça ne sert plus à rien, parce qu'il n'y a que les convaincus qui y vont. Mais c'est faux, parce qu'ils sont retransmis à la télévision très abondamment. Et dans ce contexte, vous le dites, il faut être inventif. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, ou d'être chez les candidats. Exemple avec Éric Zemmour, c'est ça? Oui, alors c'est quand même paradoxal. Une rentrée d'élection présidentielle assez molle, quand même, politiquement. Ils ne savent pas tellement par quel bout prendre cette rentrée, les candidats. Alors, exemple, Éric Zemmour qui a fait un tweet un peu... Alors, il manie l'ironie aujourd'hui. Il montre une photo de Bruno Le Maire dans sa maison en train de faire du ping-pong avec ce commentaire d'Éric Zemmour, joli volet. Alors, vous comprenez pourquoi, évidemment, puisqu'il y a un Z qui s'affiche. Comme Zorro. Comme Zorro et ça a beaucoup fait réagir sur Twitter. Il y a eu énormément de réactions. Alors, comme quoi c'est assez efficace de communiquer comme ça. Est-ce que c'est pas, pardon, une petite tendance de fond? Il y a eu beaucoup d'indiscrets disant Éric Zemmour veut se montrer plus souriant, un peu plus chaleureux, parce qu'il a parfois cette image un peu raide et rude. Là, au contraire, ici, c'est un moment où il faut parfois donner un peu de rondeur. Oui, tout à fait, oui, volontairement. C'est pour faire un pas de côté, pour montrer qu'il n'est pas dans son couloir mettre son fusil. Enfin voilà, donc effectivement, c'est un trait d'humour, mais qui fait même réagir, d'ailleurs, la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, qui a elle-même fait un tweet pour dire sérieusement, sinon il y a l'actualité, la vague Omicron, le débat à l'Assemblée, la présidence française de l'Union, mais de toute évidence, cela ne semble pas vous intéresser, Éric Zemmour. Donc vous voyez, ça fait beaucoup parler finalement. Mais ça montre quand même qu'il n'y a pas vraiment de thème de campagne présidentielle qui commence à poindre aujourd'hui. Vous voulez nous parler justement d'un chef de file anti-Zemmour, quelqu'un qui veut se positionner comme tel, c'est ça? Alors oui, alors là c'est un peu l'éternel comeback, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs de Manuel Valls, qui avait, après sa retraite catalane, maintenant revient, essaye en tout cas de revenir sur le devant de la scène. Là, il se verrait bien en héros anti-Zemmour, comme chef de file des anti-Zemmour, et il sort un livre, donc le 12 janvier prochain, Zemmour, l'anti-républicain, Manuel Valls, avec une sorte de manuel, comment lutter, dit-il, contre la zémourisation des esprits. Il faut démonter les mensonges. Il ment pour excuser l'inexcusable, dit Manuel Valls d'Éric Zemmour. Et puis, il veut aussi, il en profite pour distiller aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire son leitmotiv sur la gauche qui n'a pas su reprendre un certain nombre de thèmes, notamment identitaires. Il le dit carrément, Manuel Valls, il faut arrêter l'immigration, par exemple. Donc voilà, est-ce qu'il veut par là même essayer de revenir, faire son retour sur la scène politique française? Ça y ressemble quand même beaucoup, et de plus en plus. Il a joué un rôle, si on entend dans la campagne, Manuel Valls, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est toujours un peu là. Son escapade espagnole et catalane, plus exactement, lui n'a pas du tout réussi. Je pense que pour l'essentiel de la gauche, il est un homme du passé. Et à mon avis, il fait une erreur, justement, en tentant de revenir par le prisme de Zemmour, plutôt que d'être l'homme qui pourrait incarner une nouvelle gauche et d'inventer, j'ai pas la solution, mais d'inventer un discours nouveau de gauche. Là, c'est un peu facile. Qui n'existe pas, partir en bille en tête contre la zémourisation des esprits, ça vous rappelle quelque chose, ça a toujours foiré, c'est tous ceux qui voulaient travailler contre la lepénisation des esprits. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'était fait le chantre de la lutte contre Marine Le Pen, qui a disparu aujourd'hui de la vie politique. Il y avait cette fameuse phrase de Mitterrand, l'événement est roi, la fameuse discussion de la dinde à Noël. Finalement, on disait, est-ce que ce sera un tel, une telle... Est-ce que ça n'a pas été le Omicron? Est-ce que le Covid n'a pas tout emporté? En réalité, quand on regarde ce dont on parle depuis le début de l'émission, est-ce que le Covid n'est pas devenu le sujet qui submerge tout le reste? C'est le candidat numéro 1. Ouais. La campagne Et a du mal à ça, s'installer. à qui est-ce que ça profite? In fine, à l'instant, pour l'instant. À mon avis, au président. Probablement au président, mais on a exécuté rapidement Manuel Valls. Et c'est dommage, parce qu'il dit quand même quelque chose de très juste. Il dit on a besoin d'un récit.
Et je veux dire, la force d'Éric Il y a Zemmour, en tout cas un valsiste encore en France, il est là. Non, mais c'est pas valsiste, parce qu'il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne l'écoute plus, de toute façon, il n'est plus audible. Mais il peut dire quand même quelque chose, à mon avis, de juste, c'est que Emmanuel Macron était porteur d'un récit. C'est pour ça qu'il a été élu. Ce récit s'est perdu avec les Gilets jaunes, avec le Covid, même s'il lui profite. Maintenant, il faut qu'il réinvente un récit. C'est pour ça que Est-ce qu'il peut revenir, par parenthèse, on a tellement dit qu'en politique, on ne meurt jamais. C'est frappant, Manuel Valls, parce qu'il a été un grand Premier ministre, il y a eu des moments... Et en même temps, il est détesté, méprisé par une partie de la population. C'est une violence. Quand vous allez sur Internet, je veux dire, c'est un fasciste, quoi. Ni plus ni moins, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Merci beaucoup. C'est le moment de vous remercier tous. Merci Julie, merci Darius, on était ravis de vous avoir. Merci. Je vais faire comme Éric Brunet, dire nous avons les moyens de faire veiller, c'est ça? Exactement. Voilà, je suis aux meilleures sources, je puise aux meilleures sources. Merci à Guillaume Serrin, à Barbara Christen, à Tiffaine Desbrosses, à Marion Désert, à toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette émission. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis, mais restez avec nous, la nuit ne fait que commencer sur LCI avec Julie qui reste là et Frédéric Delpech pour la politique insomniaque. C'est dans quelques instants. À tout de suite et merci.